Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. En tant que vice-président d'Orléans Métropole, je suis ravi de vous accueillir ici au Labo, hein, lieu phare de l'innovation numérique par excellence, pour la cinquième édition des rendez-vous annuels du réseau métropolitain de l'inclusion numérique qui accueille chaque année, maintenant c'est un rendez-vous, qui accueille chaque année les acteurs qui luttent contre l'exclusion numérique sur les 22 communes de la métropole. Et Dieu sait si ce sujet va monter en puissance au regard de l'évolution de la technologie et du numérique. Oui, vous le savez bien, le digital envahit des pans entiers de notre société, de notre économie, la dématérialisation des services publics, aussi bien aussi en entreprise. Il y a beaucoup de process aujourd'hui, qu'ils soient administratifs, industriels, voire commerciaux, sont digitalisés. Ce qui fait que finalement, la compétence numérique devient une compétence de base pour vivre, pour accéder à ses droits, aux services publics, mais aussi pour travailler. Et la non-maîtrise de ces compétences peut être source justement d'exclusion sociale. Et on sait que 30 à 40% de la population peut avoir, ou a eu, ou aura des problèmes d'accès au numérique. C'est la raison pour laquelle l'inclusion numérique est au cœur de la stratégie numérique de la métropole, avec Nadine Poisson, qui est la cheville ouvrière de la direction du numérique et de la ville intelligente sur la métropole. Je dirais qu'on a deux jambes. On a bien sûr le développement du numérique, de l'économie numérique sur la métropole, qui est de mettre en place de nouveaux services innovants au service du territoire. Je dis souvent que le numérique, c'est pas uniquement une technologie, doit être au service, le numérique doit être au service d'une ambition, d'une vision politique, d'être au service de projets de territoire, de projets de société, c'est-à-dire contribuer au mieux vivre de nos concitoyens, leur offrir de nouveaux services, faciliter aussi le fonctionnement de la ville pour qu'elle soit plus efficace, plus efficiente, participer aussi à des projets démocratiques pour associer davantage le citoyen au projet de territoire, et également contribuer à des projets économiques pour contribuer à l'image, renforcer l'image économique du territoire et proposer de nouveaux services innovants. Ça, c'est effectivement le développement de l'économie numérique, mais ce développement ne doit laisser personne au bord du chemin, et c'est la raison pour laquelle l'inclusion numérique est la deuxième jambe, on va dire, du numérique sur la métropole. Et c'est la raison pour laquelle nous poursuivons l'action du réseau numérique qui a été initié en 2018 déjà, avec la participation de tous les acteurs du réseau numérique, de la médiation numérique sur les 22 communes de la métropole. Nous allons le poursuivre, et c'est un partenariat relativement exemplaire et unique en France, encore une fois, tant sur la gouvernance que sur le plan de la gouvernance que sur le plan du financement. La gouvernance avec la coordination de ce réseau assuré par le CREA 45, le centre de ressources pour l'illettrisme et l'analphabétisme dans le Loiret, avec le support de l'espace C2B, et avec le soutien de partenaires, d'un consortium d'acteurs publics et privés qui sont nombreux. Alors je me suis noté pour n'oublier personne parce qu'ils sont quand même relativement exemplaires. Donc ces partenaires sont bien sûr la Fondation Orléans, la G2R, Agicarco, Pôle emploi, la Caisse d'allocation familiale, la CPAM, la CARSAT, le CRIGE et bien sûr les collectivités territoriales, les communes, la métropole, la région et le département. Et bien sûr le réseau touche évidemment aussi l'inclusion sociale et professionnelle. Donc les entreprises ont une responsabilité envers leurs salariés. La non-maîtrise du numérique peut effectivement conduire à une certaine exclusion, mais surtout être un frein à l'organisation du travail, et donc inclure des coûts supplémentaires à l'entreprise qui sont, et monsieur nous le dira, sont probablement non négligeables par rapport à la masse salariale. Donc nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui M. Pascal Moulette, maître de conférence à l'Université de Lyon en sciences de gestion, qui va justement nous parler des compétences numériques des salariés et des enjeux pour les entreprises. Et justement, ce sujet sera une des priorités de l'action de la métropole au sein du réseau numérique, car je pense que effectivement, nous avons une responsabilité à accompagner les habitants salariés de la métropole, d'aller les chercher pour justement aller chercher ceux qui sont en fragilité numérique sur notre territoire. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je suis ravi que cette session se passe ici aujourd'hui, cet après-midi, et je vous souhaite une fin d'après-midi riche en échanges
Et bien sûr, je vous passe la parole. Et je remercie Monsieur Mathieu Juchet pour l'organisation aussi de CREA 45, l'organisation de cet après-midi, et bien sûr tous les partenaires, tous les intervenants aux tables rondes, et aussi tous les participants de cette session. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc à moi de lancer maintenant les différents temps de cette journée. Donc je ne suis pas le chargé de mission réseau pour l'inclusion numérique, chargé de mission que nous avons cherché pendant plusieurs mois et que nous avons trouvé, qui n'est pas encore totalement recruté. Il arrive la semaine prochaine, donc il ne pourra pas animer aujourd'hui le temps. Mais voilà, donc sachez que notre futur chargé de mission arrivera bientôt et prendra contact avec vous très prochainement pour pouvoir poursuivre tous les travaux qui sont déjà lancés, mais aussi initier ces nouveaux travaux, peut-être en lien avec le monde de l'entreprise. Alors pourquoi l'entreprise? Vous avez parlé des compétences de base, CRIA, illettrisme. C'est un public aujourd'hui qui est en emploi pour la plupart et qu'on ne touche pas via l'insertion sociale et professionnelle. Et on est parti un peu dans la même idée aujourd'hui d'essayer d'élargir et de toucher les publics en situation d'électronisme qui seraient en emploi. J'ai regardé les chiffres INSEE ce matin de 2019, il y a quand même 117 000 personnes en emploi sur la métropole. Donc ce sont des personnes qu'on ne touche pas directement sur de l'insertion. Donc il faut les toucher autrement. Et il y a maintenant 3 ans, je crois, Pascal, on a lancé cette démarche sur les coûts cachés. Tu es venu nous former en région centre. Et c'est vrai qu'on rentre principalement normalement sur l'illettrisme. Et on le voit ces dernières années avec Covid, tout ça, l'enjeu de l'électronisme, de l'illettrisme numérique, c'est la première porte d'entrée. Ça nous a permis aussi d'aller vers ces publics en situation d'illettrisme, analphabétisme et FLE. Donc c'était aussi l'objet. Et c'est pour ça que pour ce temps 1, on a souhaité, Pascal Moulette, de te faire intervenir justement sur qu'est-ce que sont les compétences numériques aujourd'hui en entreprise, que recherchent les entreprises et quel impact sur l'activité économique. Donc ça, c'est le premier temps. Bien sûr, vous avez entendu, le réseau a doté le territoire d'actions, de dispositifs. Les partenaires ont aussi construit des démarches pertinentes sur le territoire pour accompagner les habitants du territoire, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou non, ou salariés. Et donc, dans le temps 2, ce qu'on a voulu, c'était faire intervenir 2 acteurs, donc le Crépi, avec Benoît, et le conseiller numérique France Service de la ville de Saint-Jean-de-Bray, Mathieu, pour nous présenter des démarches ou des projets en cours pour aller toucher justement les salariés. Donc le Crépi via le contact avec les employeurs et le club des entreprises s'engage et le conseiller France Service, Mathieu Tricard, sur justement des agents qui le sollicitent pour monter en compétence sur la question du numérique. Et enfin, après ça, donc ça sera le temps dans cette salle-là, on aura un 3e temps. Donc, bien sûr, cocktail, mais un temps qui se veut productif. Donc, pour ceux qui sont arrivés un peu en avance, vous avez vu que des stands sont installés dans l'autre espace. Et l'idée, c'était que vous puissiez découvrir un peu des démarches qui sont menées par des acteurs locaux sur le territoire, qui peuvent bénéficier à des salariés aussi. Alors certes, il y a les plans de formation en entreprise et les entreprises peuvent mobiliser ces plans de formation, mais il y a aussi ces acteurs-là qui ont de l'offre et qui s'organisent pour mettre en place des actions. Donc, je les appellerai à la fin de la conférence pour que vous puissiez les repérer. Alors, on est moins nombreux que prévu. On a eu pas mal de désistements cause Covid. Donc là, a priori, on est tous sains, j'espère. Voilà, personne porte son masque, mais voilà. Donc, on va lancer. Je ne vais pas prendre plus de temps. Pascal, je vais te laisser la parole. Je vais te caler ton support et... Ah, le film avant. Oui, exact. Merci, Pascal. On voulait introduire cette conférence par un petit film réalisé par la région Centre Val-de-Loire. Donc, je crois avoir vu la représentante en charge de l'illettrisme arriver, Karine Adamzik, suite à une démarche d'identification des coûts cachés que nous avons menée avec l'aide de Pascal Moulette au sein d'un lycée de la région. Le son n'est pas très fort, donc il faut vraiment tendre l'oreille. Je ne peux pas aller au-delà. Alors, cela fait 5 ans que je
m'en suis rendu compte assez rapidement, puisque à l'occasion d'échanges, de réunions, de postes de travail, j'ai bien compris que certains avaient plus ou moins de difficultés pour comprendre les choses, pour s'exprimer, pour lire, écrire, compter. Et donc ça m'a posé question d'abord sur le plan humain, parce que prendre soin des gens avec qui on travaille, c'est déjà important. La communication, et puis aussi et surtout la sécurité. On a la restauration ici, on utilise des produits d'entretien qui peuvent être dangereux, et donc il faut pouvoir comprendre, disons, toutes ces consignes de manière à s'adapter au mieux et en connaissance de cause. Donc j'ai vu qu'il y avait 5 personnes avec des besoins différents qui présentaient des difficultés. En sachant qu'ici, à Philibert Delorme, on a en fait les 3 cas, c'est-à-dire on a de l'illettrisme, on a de l'analphabétisme et on a du français langue étrangère en fait à mettre en place. Souvent, l'électronisme cache en fait un illettrisme. C'est pas le fait de pas savoir. Je sais pas me servir de l'ordinateur, c'est que même si je savais m'en servir, je sais pas lire en fait ce qu'il y a derrière, ou j'ai énormément de difficultés en tout cas à lire ce qu'il y a derrière. Je sentais que le fait que les agents aient des difficultés sur les savoirs, en fait, lire, écrire, on sentait bien qu'il y avait, ça nous coûtait de l'argent. On n'était pas vraiment capable de le quantifier, donc je trouvais que c'était une approche intéressante au-delà des coûts humains qu'on connaît déjà. Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant pour 2 raisons. D'abord parce qu'effectivement, ils ont pu quantifier. Sur une équipe de 15 personnes, quand on se rend compte que le coût de l'illettrisme arrive à presque un équivalent 0,5 ETP, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Parce que je trouvais quand même un peu exagéré qu'on ne s'occupe pas de ce problème-là. 5 quand même sur 15 agents, c'est beaucoup. Il n'y avait pas de formation adéquate, en tout cas pour tout le monde. Donc à plusieurs reprises, j'ai relancé, jusqu'à effectivement accepter cette belle proposition de cette étude universitaire sur l'état, j'allais dire, général du niveau d'expression, de compréhension des agents. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'on ne pointait pas ceux qui avaient des difficultés, mais c'était un diagnostic sur l'ensemble des agents. C'était intéressant pour ne pas stigmatiser telle ou telle personne par rapport à d'autres. Alors la formation vient de démarrer à peine, à cause du plan sanitaire, ça s'est interrompu, mais les premières séances de formation, où 2 personnes y sont allées, alors la première qui était vraiment en grande difficulté d'analphabétisme, et puis une autre mais qui avait plus des difficultés de compréhension, donc elle n'avait pas les mêmes besoins, mais en tout cas les 2 étaient revenus vraiment enthousiastes et y retournaient volontiers. Merci Mathieu. Merci et bonsoir à tous et merci encore pour votre invitation. Alors simplement ici, vous l'avez vu, c'était une expérimentation sur la thématique de l'illettrisme. Je vais y revenir très rapidement tout à l'heure, mais je vous rappelle qu'il y a 7% des salariés en France qui sont en situation d'illettrisme et de fait, a priori, quand on est en situation d'illettrisme, on peut se poser la question de ses capacités à bien maîtriser le numérique. Donc l'illettrisme peut conduire évidemment directement à des situations d'illectronisme. Alors je vais revenir sur un certain nombre d'éléments d'information par rapport à cette thématique des compétences numériques. Simplement vous dire que, comme l'a dit Mathieu précédemment, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon 2. Je travaille en sciences de gestion, alors en GRH, en droit du travail précisément.
Mes travaux m'amènent à accompagner des structures sur ces thématiques de l'électronisme et de l'illettrisme, donc des problématiques de non-maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul et des compétences numériques, pour essayer de détecter avec elles ce que finalement coûte la non-action. Donc à partir du moment où j'ai d'autres priorités, à partir du moment où j'estime que ce n'est pas forcément nécessaire de dégager des moyens importants pour essayer de traiter cette thématique, qu'est-ce que ça coûte économiquement à l'entreprise. Donc là, on a fait effectivement ce calcul avec le lycée pour arriver à estimer que ça coûtait 1,37 équivalent temps plein sur un effectif de 15 salariés, donc à peu près 10% de l'effectif qui donc est impacté en termes de coûts par rapport à cette situation. Et puis également, évidemment, sur l'impact que ça peut avoir au niveau social et psychosocial, parce que ce sont ces salariés qui manquent de compétences numériques, des salariés qui souffrent, des salariés qui stressent, des salariés qui sont dans une situation de mal-être professionnel, qu'il est tout aussi important que l'aspect économique à prendre en compte et à prendre en charge pour faire en sorte que, effectivement, cette notion de qualité de vie au travail soit au rendez-vous. Voilà, je suis par ailleurs membre du comité scientifique et d'évaluation de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et fondateur d'une chaire qui s'appelle Management et Santé au travail, en partant du principe que les deux pourraient être liés et sont liés effectivement. Alors, je vais revenir sur la question des compétences numériques en vous amenant vers un fil conducteur en 3 parties. D'abord, vous rappeler globalement ce qu'on entend par compétences numériques dans un environnement professionnel. Ensuite, vous indiquez quels sont les enjeux du traitement de cette problématique au niveau des entreprises, sur l'aspect, encore une fois, économique, social et psychosocial. Et puis quelles pistes de solutions, quelles actions de remédiation fonctionnent aujourd'hui en matière de gestion de ces problématiques-là au sein des entreprises. Alors, vous rappelez évidemment que ces compétences numériques, eh bien, ça reprend tous les éléments qui consistent à analyser des aptitudes à utiliser, à exploiter, à appliquer des programmes et des logiciels sur différents appareils. Vous êtes tous équipés dans le cadre de vos environnements professionnels de smartphones, de logiciels, d'outils informatiques multiples et variés. Donc il est question de ces outils-là quand on parle de compétences numériques en milieu professionnel. Pourquoi faire? Alors pour effectivement pouvoir capter l'information, pour pouvoir la consulter, pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir la rendre disponible à d'autres. Donc quand on parle de compétences numériques, on parle de savoir flux, dans la mesure où il s'agit non seulement de savoir aller chercher la donnée, mais l'exploiter, la digérer pour la rendre, encore une fois, utile à d'autres qui vont devoir l'utiliser après vous. Sur ces thématiques des compétences numériques, alors je m'appuie sur le cadre européen qui définit ce que sont que ces compétences numériques, qui les définit, ce cadre, en 5 principaux volets. 5 principaux volets, pardon, c'est mieux. Un premier volet au niveau de l'information, donc qui consiste à revenir sur des éléments de recherche, de collecte et d'organisation de l'ensemble des données que nous recevons. Donc ça peut être recevoir un mail, ça peut être recevoir un certain nombre d'éléments d'information via des obligations liées à des normes qualité, liées à des démarches de certification, liées à des chartes où les éléments sont numérisés. Un volet communication, où effectivement il est question d'utiliser des canaux de communication électronique, de partager ces informations, de partager ces contenus, et puis surtout, et aussi, j'aurais tendance à dire, à collaborer grâce à ces outils. Et parfois, sur les problématiques de compétences numériques, on est bien sur ces logiques de manque de capacité à pouvoir collaborer, manque de capacité à pouvoir être efficace dans un dispositif collectif parce qu'on est en difficulté par rapport à l'information et par rapport à l'exploitation de ces informations. Donc, c'est savoir exploiter ce flux d'informations et puis savoir créer de la valeur collective, ou en tout cas interagir collectivement grâce aux informations que je pourrais avoir à ma disposition. Un volet création de contenu. Le volet création de contenu, on le retrouve par exemple quand chacun d'entre vous est par exemple dans l'obligation de devoir faire un reporting à la fin de sa journée, à la fin de sa semaine, à la fin du mois qui vient de s'écouler. Donc ça veut dire que je dois être à l'origine, je dois être partie prenante d'une création de contenu numérique, donc des textes, des tableaux, des illustrations ou autres. Et puis je dois savoir prendre des initiatives en fonction de ce que je constate sur l'ensemble de ces outils. Un volet sécurité que j'aborderai relativement peu, qui part du principe que quelqu'un qui est compétent numériquement, c'est aussi quelqu'un qui comprend tout ce qui se joue en matière de sécurité sur ces données-là,
et qui parvient à protéger à la fois la sphère privée, la sphère professionnelle dans l'utilisation qu'il peut faire des données numériques. Et puis un volet résolution des problèmes, puisque ces outils sont intelligents. On parle aussi d'intelligence artificielle quand on parle de compétences numériques ou de robotisation des activités. Et donc l'idée, c'est aussi de savoir utiliser des produits numériques de manière efficiente et de les faire progresser, de les faire évoluer au gré des besoins pour résoudre un certain nombre de problèmes. Alors quelques illustrations par rapport à des métiers basiques qui aujourd'hui n'échappent pas à ces problématiques du numérique, à ces compétences numériques. Un agent de sécurité, aujourd'hui dans une entreprise, eh bien, c'est quelqu'un qui peut être très fréquemment équipé d'un smartphone. Et avec ce smartphone, on va lui demander de prendre des photos, on va lui demander de se géolocaliser, on va lui demander de répondre à des sollicitations de son responsable ou de son client directement. On va lui demander d'utiliser parfois des applications métiers pour qu'il puisse avoir un certain nombre d'informations sur des procédures à respecter en cas de telle ou telle découverte sur un lieu de travail, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui, même s'il a un emploi plutôt de bas niveau de qualification, eh bien, va devoir utiliser cet outil numérique de façon très, très importante et de façon quotidienne. Un ouvrier de production, c'est aussi quelqu'un qui potentiellement peut être confronté à ces problématiques de compétences numériques, en particulier quand on est dans des chaînes de fabrication qui sont numérisées, qui sont robotisées. Alors, quand on est équipé d'un ordinateur sur une chaîne de fabrication, ça vous permet évidemment de piloter votre production, ça vous permet de faire votre reporting, ça vous permet de contrôler votre performance. Vous avez un certain nombre d'indicateurs qui apparaissent quasiment automatiquement grâce au capteur sur cette ligne de fabrication. Ça vous permet également de gérer votre relève et de faire donc votre reporting d'activité, et puis potentiellement de gérer votre planning d'activité pour savoir où est-ce que vous êtes posté demain, et un certain nombre d'éléments de ce niveau-là. Un magasinier, c'est aussi quelqu'un qui peut être équipé d'une tablette, voilà, et avec laquelle il va devoir gérer ses expéditions, il va devoir gérer ses déchargements, il va devoir gérer ses stocks, il va devoir gérer donc toute son activité professionnelle en dehors de un certain nombre d'autres éléments d'information sur lesquels il va devoir se positionner, comme poser les congés. Et de plus en plus, dans certaines entreprises, on passe par un système intranet, par un logiciel un SIRH, pour pouvoir aussi gérer ces données personnelles. Et donc, ça pose aussi la problématique de la capacité de ces personnes à pouvoir utiliser ces outils-là. Un agent de la fonction publique, c'était le cas à l'origine, en l'occurrence dans le lycée dans lequel nous avons pu évoluer avec Mathieu, présenté précédemment. Dans ce lycée, il y avait une salle de pause équipée d'ordinateurs. Et bien, dans cette salle de pause, que font les agents ? D'abord, ils consultent un certain nombre d'éléments d'information qui sont envoyés par la région, donc ils reçoivent des mails, donc ils vont consulter leurs mails. Ils vont s'informer sur le catalogue de formation qui est proposé par la structure pour qu'ils puissent potentiellement évoluer, voir quelles sont les offres qui sont disponibles. Il peut s'informer également sur les postes vacants. Il peut aussi voter. Il y a des élections professionnelles fréquentes au sein de ces organisations, et aujourd'hui, tout est dématérialisé au niveau de ces élections professionnelles. Donc ça veut dire qu'un agent, quel que soit son niveau, agent d'entretien, agent de la restauration, agent de sécurité, agent de cuisine, eh bien, il est aussi confronté à ces problématiques de compétences numériques. Et puis enfin, un exploitant agricole. Les problématiques d'illectronisme ou d'illettrisme se retrouvent assez souvent dans l'exploitation agricole, et ça pose cette problématique du numérique un certain nombre de problématiques, parce qu'aujourd'hui, ces exploitants agricoles sont aussi équipés de logiciels à partir desquels ils sont chargés de gérer leur exploitation, de valoriser leurs exploitations, d'aller chercher des données pour savoir comment mieux développer leurs pratiques sur un certain nombre de métiers, l'élevage en particulier. Et puis certains, effectivement, sont aussi connectés pour pouvoir suivre, par exemple, des démarches de certification. Donc ça veut dire que globalement, aucun métier, aucune activité, aucune fonction, aucun poste n'échappe à cette problématique de numérique, soit du fait de ce qu'impose et de ce qu'exige finalement son environnement professionnel, son métier, soit par rapport à tout ce que son organisation, sa hiérarchie met en place pour qu'il puisse gérer à minima ses données en tant que salarié, ses données personnelles, prendre ses congés, demander un accès à une formation, etc. etc. On sait, l'INSEE nous indique, par rapport à des études faites récemment, qu'on a 17% de la population française qui est en grande difficulté par rapport au numérique, et on parle là d'électronisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ces difficultés ? Ça veut dire qu'on est soit dans une situation où on maîtrise faiblement les compétences numériques, soit dans des situations où on ne maîtrise rien du tout au niveau de ces compétences numériques. Donc on a deux niveaux qui permettent d'estimer tout cela. Donc 30% ne sont pas ou peu compétents dans l'utilisation d'un ordinateur, 20% ne savent pas utiliser Internet, et 38% manquent d'au moins une des 5 compétences de base que je vous ai présentées précédemment par rapport
à ce que propose la Commission européenne. En Val-de-Loire, vous êtes à un niveau un peu supérieur à cette moyenne nationale. Voilà, après la Corse et la Normandie, me semble-t-il, je ne sais plus dans quel ordre, mais vous êtes donc sur la 3e marche du podium en matière de taux de population en difficulté par rapport au numérique. Alors, quelques éléments d'information complémentaires pour comprendre de qui il s'agit. De qui s'agit-il ? Il s'agit, on est sur des niveaux de maîtrise de 0 à 5, le plus faible. Ce sont les éléments qui sont entourés en rouge. Alors, il s'agit essentiellement de personnes qui ont entre 35 et 64 ans. Donc des personnes qui sont en milieu de carrière ou en fin de carrière. Vous voyez que si on additionne ces deux statistiques, on arrive à 56% de la population. Ce sont des personnes qui sont identifiées CSP-, puisqu'elles représentent 37% de la population analysée. On a aussi la population des inactifs, qui se retrouvent en grande difficulté par rapport à ces problématiques du numérique. Vous voyez qu'ils sont 48% ces inactifs à être dans cette catégorie-là. Et puis des personnes qui se retrouvent essentiellement dans un milieu rural. Voilà, donc la ruralité ferait qu'on aurait une fracture numérique un peu plus importante que quand on est en agglomération ou en petite agglomération. Donc on a 26% des personnes qui sont en difficulté sur ces compétences numériques qui vivent dans des milieux ruraux. En termes de formation, pour aussi comprendre ce qui se joue par rapport au niveau de qualification dans les entreprises, quand vous êtes amené à faire une petite introspection pour savoir quelle est la composition de vos effectifs au sein de vos entreprises et organisations. Bon, on part du principe globalement qu'il y a à peu près 47% de la population qui soit n'a aucune compétence, soit a des compétences faibles, mais sur lesquelles on peut les former, évidemment. Et puis vous voyez que, évidemment, moins on a de niveau de qualification initial important, et plus le niveau de difficulté s'accroît. Donc on est sur des taux de 84% de personnes en difficulté ou sur des compétences faibles quand on n'a aucun diplôme. On est sur 56% quand on a un CAP, BEP, BEPC. On est sur 29% quand on a un bac, etc. etc. Donc en fonction des caractéristiques de la population salariée, on peut d'ores et déjà avoir une estimation du potentiel effectif qui peut être en difficulté par rapport à ces problématiques du numérique. Alors quelles sont les causes de ces problématiques-là? Alors, on a évidemment des causes liées à l'acquisition du savoir. J'ai peu ou mal appris, j'ai désappris. L'illettrisme et l'illettronisme peut être lié à un phénomène de désapprentissage, quand je n'utilise pas de façon quotidienne ce que j'ai appris, comme nous on a pu le faire avec, je ne sais pas, une seconde langue quand on était au collège ou au lycée, qu'on a complètement oublié parce qu'on ne l'utilise plus du tout. Donc des problématiques liées au savoir, de l'illectronisme, un manque de savoir de base, un manque de formation. Des causes évidemment liées au numérique. Les choses évoluent, les choses progressent, les choses changent sans arrêt. Donc à un moment ou à un autre, effectivement, on sera tous incompétents par rapport à un nouveau logiciel qui débarquerait sur notre outil informatique. Donc on a des difficultés à suivre ces évolutions, et puis parfois, puisqu'on manque de confiance en nous et puisqu'on n'a pas ce bagage scolaire ou universitaire, on est aussi anxieux par rapport à ces thématiques-là. Un facteur psychologique très important, et quand on parle d'illectronisme et de compétences numériques, ce facteur psychologique, il est déterminant à prendre en compte pour pouvoir avoir un niveau de traitement qui soit efficace, efficient pour chacune des parties prenantes. Et ce niveau psychologique, on le retrouve beaucoup dans la question de la confiance. Quelqu'un qui est en difficulté face au numérique, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui, c'est quelqu'un qui aura du mal à prendre des initiatives, c'est quelqu'un qui aura du mal à demander des formations, c'est quelqu'un qui sera absent en formation alors même que vous avez pu détecter qu'il y avait des besoins, etc. Donc on a un certain nombre de problématiques à régler par rapport à ces questions psychologiques. Peur de la nouveauté, peur de l'erreur, on pourrait se dire peur tout court, parce que effectivement aujourd'hui être en difficulté sur ces compétences numériques, c'est très stressant, c'est très stigmatisant, c'est parfois honteux, c'est parfois donc on est dans ces situations où on peut avoir peur de ce qui peut nous arriver compte tenu de ces lacunes-là. Et puis un facteur sociologique, alors on l'a vu tout à l'heure, plus on avance en âge et plus potentiellement on peut être en difficulté par rapport à ces problématiques-là. Et puis on a aussi sur ces facteurs sociologiques des éléments liés à votre classe sociale, à vos ressources financières ou à l'appartenance à une catégorie sociale fragile ou peu diplômée. Donc on a des éléments d'information pour comprendre pourquoi est-ce qu'on peut être dans telle ou telle situation, ce qui nous aide évidemment pour pouvoir agir. Alors le lien avec, tout à l'heure je vous parlais du lien entre l'illettrisme et l'illettronisme, un rappel rapide, encore une fois pour
bien poser les choses sur le contexte professionnel. Donc, on sait qu'on a en France 7% de la population active qui est en situation d'illettrisme, ce sont les statistiques officielles. Et donc, comme vous le voyez ici, hein, on sait qu'on a des secteurs d'activité qui sont plus touchés que d'autres. On sait que l'agroalimentaire, c'est un secteur d'activité dans lequel on a un taux de personnes en situation d'illettrisme et donc d'illettronisme, hein, ça va ensemble évidemment, qui dépasse largement l'armée nationale. On est autour de 10% des salariés de l'agroalimentaire qui sont en situation d'illettrisme, et quand on rajoute le public en français langue étrangère, dont je rappelle pour ceux qui ne sauraient pas complètement ce à quoi ça fait référence, ce sont des personnes qui ont appris dans leur pays d'origine mais qui ne maîtrisent pas suffisamment le français pour pouvoir le lire, l'écrire, et le calcul, généralement ça fonctionne assez bien entre deux pays, mais c'est effectivement la problématique de langue. Donc ça, c'est le français langue étrangère. On a un deuxième secteur d'activité qui est l'agriculture et la pêche, tout en bas, qui est aussi dans la même situation que l'agroalimentaire, donc un secteur d'activité où le taux de personnes en situation d'illettrisme est relativement important par rapport à la nationale. L'industrie, globalement, au-delà de l'agroalimentaire, on se retrouve avec des secteurs d'activité comme la métallurgie, comme la chimie, dans lequel on a un taux de personnes en situation d'illettrisme qui peut être relativement important. Le BTP, alors le BTP, c'est pas tant la problématique de l'illettrisme, mais quand on rajoute à cette problématique de l'illettrisme la problématique du français langue étrangère, vous voyez qu'on se retrouve avec plus de 15% de la population qui est en difficulté avec la maîtrise du français, de l'écriture et de la lecture, et donc potentiellement avec cette problématique du numérique. Même constat avec les activités liées à la personne. Et puis deux secteurs un petit peu plus particuliers, des secteurs d'activité dans lesquels le taux d'illettrisme est inférieur à la moyenne nationale, mais quand on rajoute à ces problématiques d'illettrisme les problématiques de français et langue étrangère, donc l'hôtellerie, la restauration, par exemple, on se retrouve avec, encore une fois, des secteurs d'activité où vous avez plus de 15% de la population qui potentiellement est en difficulté par rapport à toutes ces évolutions qu'on connaît aujourd'hui dans les entreprises, dans les organisations. Donc, ça veut dire que, globalement, il y a peu de secteurs qui ne soient pas affectés par ces problématiques-là. Il y en a qui sont plus que d'autres, évidemment. Il y a une nécessité de se concentrer parfois sur des secteurs peut-être plus prioritaires que d'autres, compte tenu de ce que l'on sait sur ces thématiques-là. Et puis, des secteurs qui sont parfois très en tension par rapport à ce qui se joue sur le plan du numérique, avec des mouvements qui peuvent être très importants de digitalisation d'activités, de numérisation, de robotisation, etc., qui mettent en difficulté encore plus, évidemment, un certain nombre de salariés. Alors, les métiers les plus touchés, on sait aujourd'hui que les métiers les plus touchés par rapport à ces problématiques du numérique sont les suivants. Voilà, des personnels de l'hygiène et de la propreté, des personnels du bâtiment et des travaux publics, des personnels de la construction du bâtiment, des magasiniers, des personnels de transport, de la logistique, des services de gestion des déchets, personnels d'accueil de l'hôtellerie, des exploitants agricoles, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des personnels de la restauration, du service à la personne, et puis globalement, des personnes qui seraient ouvriers dans l'industrie, en particulier celle de la transformation, où il y a encore de l'usinage et un certain nombre d'opérations précédemment manuelles à réaliser, mais qui aujourd'hui ont tendance à se robotiser, à se numériser. Alors, en tant que chercheur en gestion, mon travail consiste à pouvoir permettre à une structure de mettre des lunettes pour rendre visible ce qui se passe au sein de l'organisation. Très souvent, on rencontre des dirigeants, des chefs d'entreprise, des DRH, des chefs de service qui nous disent « j'ai pas forcément de besoin, je connais tout mon personnel et a priori tout va bien, c'est pas forcément ma priorité aujourd'hui, j'ai d'autres exigences en matière de productivité, de résultats ». Et donc l'idée, c'est de travailler à partir de ce qu'on appelle les signaux faibles de ces situations d'illectronisme. À partir de quelles situations concrètes on peut se dire, tiens, là j'ai quelqu'un qui est en souffrance, j'ai quelqu'un qui manque de compétences et qui aurait besoin d'un accompagnement, pas forcément de formation, d'un accompagnement. Et à partir de quel moment j'estime que cet accompagnement peut devenir prioritaire. Alors, sur ces problématiques de compétences numériques, on retrouve 3 signaux faibles principaux. Des salariés qui sont en difficulté face aux exigences des emplois. Compte tenu de ce qui se joue aujourd'hui, je peux être en difficulté, je peux être sous-productif, je peux être dans l'incapacité de pouvoir répondre aux exigences de mon employeur parce que je n'ai pas la compétence. Donc, premier type de signaux faibles. Des salariés qui manquent de confiance en eux, qui ont peur et qui se cachent. On a beaucoup de stratégies de contournement ou de dissimulation quand on parle de problématiques de manque de compétences numériques. Et puis des salariés qui s'aménagent des zones de sécurité. Alors je vais vous détailler rapidement l'ensemble de ces
ces trois signaux faibles. Alors, quand on manque de confiance en soi, comment ça se manifeste concrètement? Quand on manque de confiance en soi, on ne prend pas d'initiative. Ça veut dire qu'on ne sera jamais force de proposition face à un projet, face à une nouvelle opération, face à un nouvel outil qui plus est à mettre en place au sein de la structure. On va très facilement aussi renoncer et s'auto-censurer en matière d'évolution. Je ne veux pas être formé, je ne veux pas progresser, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas changer. Donc on a cette résistance au changement qui peut être relativement forte. Et puis renoncement, en partant du principe que comme je ne sais pas faire et comme je ne saurais jamais faire, je ne vais pas faire. Et donc je vais m'assurer que potentiellement quelqu'un d'autre puisse faire à ma place. Faible autonomie, ce sont des personnes qui globalement ont besoin des autres pour pouvoir fonctionner efficacement. Et donc quand on est face à ces problématiques d'électronisme, on est très fréquemment amené à travailler autour de ce qu'on appelle des glissements de fonctions. Ça veut dire que comme moi je ne peux pas faire à mon niveau, je vais m'efforcer de faire en sorte que ce soit mes collègues qui prennent en charge à ma place. Donc on a tout un système de solidarité qui peut se mettre en place ou d'institutionnalisation du fait que ce n'est pas moi qui vais faire ceci, cela. Ce n'est pas moi qui vais faire mon reporting sur Excel. Voilà, je ne sais pas faire, je vais demander à mon collègue de le faire à ma place et je vais peut-être faire quelque chose pour lui à la place. Donc c'est dans un jeu gagnant-gagnant finalement pour lequel il pourrait y avoir aucune problématique particulière par rapport au niveau de performance finale. Pas de demande de formation ou absence de formation. Ça, c'est aussi un signal faible qui revient très souvent de personnes dont on détecte qu'ils ont des besoins. Voilà, si vous êtes chef d'entreprise, chef de service, vous faites des entretiens annuels d'évaluation, vous détectez qu'il y a des problématiques, il y a des besoins, il y a des lacunes. Vous inscrivez quelqu'un en formation et inlassablement, cette personne, le jour J, elle n'est pas là, elle est absente. Voilà. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que ça dure. Absence fréquente, l'électronisme et le manque de compétences numériques, ça peut amener certaines personnes dans une forme de... Ça reprend ce que je vous racontais tout à l'heure sur le renoncement, à esquiver, à fuir la responsabilité, à fuir la menace d'être détecté, d'être stigmatisé. Et donc à certains moments, puisque j'ai trop peur d'arriver dans ce genre de situation, je ne suis pas là. Quand on a, tout à l'heure on parlait des audits, voilà, quand on a un audit dans une organisation, un audit qualité par exemple, potentiellement j'ai un auditeur qui va débarquer sur mon poste de travail, qui va me poser des questions, qui va peut-être me demander d'aller sur le logiciel, qui va peut-être me demander d'aller commenter des procédures, etc., etc. Et comme je n'arrive pas à anticiper tout ce qu'il pourra me demander, je préfère ne pas être là ce jour-là. Voilà. Donc on arrive quasiment dans certaines structures à anticiper le fait que certaines personnes seront absentes parce qu'elles ont un manque de compétences sur ces questions du numérique. Et puis, forte inquiétude par rapport à tout type de changement. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui sont suffisamment intelligentes et compétentes pour compenser. Ça peut être vécu comme une forme de handicap, un manque de compétences numériques. Et comme toute autre forme de handicap, je vais chercher à compenser par d'autres acuités, d'autres capacités, d'autres compétences. Ce qui veut dire que je vais me créer des routines. On appelle ça des routines défensives dans mes recherches en gestion. Ça veut dire que je vais essayer d'étudier très finement mon environnement de travail, très finement les exigences, très finement les sollicitations potentielles que je pourrais avoir pour pouvoir esquiver, pour pouvoir compenser, pour pouvoir faire à ma place. Et quand on me demande de changer d'outil de travail, quand on me demande de changer d'habitude de travail, d'organisation de travail, pour moi, évidemment, c'est très révolutionnaire, c'est très perturbateur par rapport à tout ce que j'ai appris à maîtriser depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois dans des organisations. Donc ce sont des personnes qui stressent et qui vivent un mal-être relativement important en entreprise à cause de ces problématiques liées aux exigences des emplois. Un élément statistique pour illustrer tout cela, une étude de Credoc en 2019, qui nous montre que quand on est face à des problématiques de non-maîtrise des outils numériques, le premier réflexe, c'est de chercher de l'aide. Et chercher de l'aide, ça veut dire que je vais être dans cette logique de sollicitation des autres pour compenser et pour faire en sorte que ma difficulté soit prise en charge. Voilà. Et c'est en partie pour ça que dans certains services, même petites PME, j'ai accompagné au-delà du lycée un certain nombre de structures, dont des PME, d'une quarantaine, cinquantaine de structures, et dans des structures de 40 à 50 personnes où on pourrait partir du principe que tout le monde se connaît, il y a encore des personnes qui n'ont pas conscience du réel niveau de difficulté de leurs salariés parce qu'ils compensent très très bien entre eux. Voilà. Vous voyez que certains essaient de se débrouiller seuls, plus ou moins bien, 40%, et puis il y en a 16% qui abandonnent et qui sont dans l'autocensure, qui vont finalement ne pas utiliser ces outils numériques. Mais globalement, on cherche de l'aide et on essaye de compenser avec les collègues qui sont autour de nous.
Autre signal faible, des salariés qui sont en difficulté par rapport aux exigences des emplois. Qu'est-ce que ça implique, cette difficulté-là? Ça implique évidemment des erreurs, ça implique que je ne puisse pas respecter un cahier des charges qui m'a été fixé par mon employeur, par mon chef d'équipe. Ça implique de la sous-productivité, hein, si je cherche pendant un certain nombre de minutes comment est-ce qu'on peut accéder à tel ou tel module, tel ou tel logiciel, tel ou tel outil, évidemment. Je vais sursolliciter des collègues. Et tout à l'heure, quand au niveau du lycée, on parlait de coûts cachés des situations d'illettrisme et d'électronisme, on a essayé d'estimer quel temps chacun passait, investissait pour compenser la difficulté des uns et des autres. Et donc dans ce travail de coût, on a essayé d'estimer finalement quel pouvait être le temps que chacun aurait pu dégager si chacun avait été bien formé. C'est un petit peu cette logique-là qu'on a essayé de respecter pour arriver jusqu'à cette valorisation. Il n'y avait pas que ça, évidemment, hein, d'1,37 équivalent temps plein sur un effectif de 15 agents. Donc une sursollicitation des collègues qui vont m'aider, qui vont faire à ma place, et une sursollicitation des managers qui vont passer parfois leur temps à redélivrer à l'oral ce qui a pu être envoyé par mail, qui vont inlassablement reformer un certain nombre de salariés pour qu'ils puissent bien utiliser leur smartphone, leur tablette ou leur outil informatique, parce que les choses ne sont pas ancrées et ne seront potentiellement jamais ancrées s'ils ne sont pas accompagnés. Impression de l'équipe d'être constamment sous-effectif, ça peut être aussi un signal faible important, parce que comme chacun compense et comme chacun prend en charge une partie du travail de l'autre, on peut estimer parfois qu'on fait des heures supplémentaires qui ne sont pas forcément toujours... je ne trouve pas le terme... qui ne sont pas légitimés, je veux dire comme ça, par une surcharge d'activité. On peut effectivement avoir une équipe qui se retrouve à courir toute la journée parce qu'elle est dans cette stratégie de compensation des difficultés des autres. Et puis incapacité, évidemment, à évoluer par rapport à tous ces projets numériques et tous ces projets digitaux qui se mettent en place au sein de nos organisations et à répondre aux nouvelles exigences du numérique. Pardon. Je remonte... Des salariés qui s'aménagent des zones de sécurité, enfin. Là, on est dans la logique de salariés qui vont chercher à compenser, à contourner, et parfois donc à créer leurs propres outils, leurs propres référentiels, leurs propres modèles de fonctionnement. Je vais fonctionner en me créant ma propre procédure, je vais faire mes propres tutos, je vais faire mes propres dessins pour essayer d'avoir des visuels, pour essayer de suivre un petit peu mieux ce que je fais. Des refus de changer de poste, hein, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'idée de refuser toute forme de changement. Et parfois, on trouve qu'on a un salarié qui est très très bon, très bonne technique, excellent savoir-faire, à qui on peut proposer une promotion, voilà, on le valorise, et cette personne refuse parce que la valorisation va l'amener vers un poste où la compétence numérique sera nécessaire pour pouvoir travailler, voilà, pour pouvoir piloter, pour pouvoir manager, pour pouvoir reporter, pour pouvoir faire du contrôle de gestion de l'activité, je ne sais encore, que sais-je encore, pardon. Et donc on peut avoir ce refus de changer de poste. Création du réseau de solidarité, je vous l'ai dit, et puis des compétences spécifiques et une intelligence situationnelle très, très forte et exacerbée compte tenu de toutes ces stratégies de contournement qu'elles ont pu mettre en place, ces personnes, depuis un certain nombre d'années. Alors, les impacts sur la performance, qu'est-ce qu'on mesure, hein, quels sont finalement les enjeux là, économiques et sociaux de tout cela? Eh bien, il y a des surcoûts qui sont liés aux régulations des erreurs qui peuvent être faites par ces personnes-là, ou des surcoûts liés à des temps de sous-productivité, à des temps passés par les autres, en particulier sur les glissements de fonctions pour prendre en charge les activités des autres personnes. Donc, il peut y avoir des coûts relativement importants à ce stade-là. De l'absentéisme, de l'absence en formation des heures supplémentaires, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Des freins au développement de nouveaux projets. Parfois, j'ai rencontré des structures dans lesquelles on estimait qu'on n'avait pas les ressources nécessaires pour aller aussi loin que prévu sur un changement d'outils, sur un changement d'organisation, sur un changement de modalité de management, même parfois. Donc on s'auto-censure compte tenu de ce qu'on estime être la trop faible capacité de nos effectifs actuels à pouvoir être embarqués dans ce projet-là. Un mal-être numérique, ça s'appelle comme ça dans un certain nombre de recherches en sciences de gestion. Ça veut dire que quand on est en manque de compétences numériques, effectivement, on est sur une très forte altération de son bien-être au travail. Et ça pose évidemment la question de ce qu'on peut mettre en place au niveau des services RH pour essayer de faire en sorte de réduire ces souffrances et ces situations de stress. Des sentiments d'isolement, de non-intégration, quand je ne suis pas en capacité
bien lire ce qui m'est envoyé par mail, de bien prendre connaissance de tous les écrits globalement qui circulent au sein de l'entreprise. Je suis dans cette situation-là. Et puis, crainte de stigmatisation. Et puis, comme l'indiquait M. Frisch tout à l'heure au niveau du lycée, de ne pas maîtriser les compétences numériques, au-delà de ce que ça peut impliquer pour son emploi, pour son métier, pour sa fonction quotidienne, ça pose évidemment des questions au niveau de la sécurité, sécurité des personnes, pour lesquelles il y a évidemment une responsabilité de l'employeur, pour la traçabilité, pour la réputation parfois. Si vous êtes dans des secteurs d'activité où la réputation, ou la marque employeur, ou l'image peut être importante, avoir des salariés qui manquent de compétences numériques et qui ne sont pas du coup en capacité de répondre à vos exigences, ça peut aussi poser un certain nombre de problèmes, évidemment. Donc, le manque de compétences numériques a des impacts, vous l'avez compris, sur la performance individuelle, au niveau de chacun, sur la performance collective, parce que chacun pallie, chacun va prendre en charge les difficultés de ses collègues. Donc, on est bien sur une logique collective, et on le verra tout à l'heure, les actions de remédiation qui fonctionnent le mieux sont bien celles qui impliquent le collectif de travail. Des impacts sur la performance économique, sociale et la qualité de vie au travail, et puis la réputation, la marque employeur. Globalement, sur cette thématique-là, les études montrent que quand on ne fait rien, ça nous coûte entre 2 et 6% de notre niveau de masse salariale. 2 et 6% de notre niveau de masse salariale tous les ans, évidemment. Donc plus on attend, plus le coût sera important, et surtout plus le gap sera compliqué à remplir entre le niveau initial de ces personnes et puis le niveau auquel on souhaiterait les amener, évidemment. La marche, parfois, est très, très importante et donc nécessite un coût encore plus important que ce qu'on aurait eu l'obligation de mettre en place si on s'était intéressé à la problématique un petit peu plus rapidement. Voilà, tout à l'heure, vous avez vu, au niveau du lycée, on était à 1,37 équivalent temps plein. Donc on est aussi... On est sur un niveau un petit peu plus important, entre 8 et 10% effectivement de la charge de personnel finalement, qui est impactée par ces problématiques-là. Alors j'ai prévu de vous parler de cet exemple d'action réussie dans l'établissement public du Centre Val-de-Loire par rapport au film que Mathieu vous a projeté précédemment. Donc vous vous rappelez qu'il s'agissait de travailler sur ces questions d'illettrisme et d'électronisme sur des agents d'entretien des locaux, de maintenance, d'aide cuisinier, de magasinier, d'accueil. Et puis, évidemment, on a travaillé avec les hiérarchiques, les responsables maintenance, responsables de cuisine, responsables d'établissement. Globalement, on peut retrouver un certain nombre de ces métiers dans toutes les organisations. Dans toutes vos organisations, vous avez des agents d'accueil. Dans toutes vos organisations, vous avez des agents d'entretien d'espaces verts. Dans toutes vos organisations, vous avez peut-être des cantines d'entreprise, etc. Donc là, on est sur des métiers qui peuvent être communs à une grande majorité d'établissements, public-privé évidemment, pas que dans un établissement comme celui-ci, dans lesquels se pose véritablement cette question des compétences numériques et de la maîtrise de ces compétences. Voilà, donc nous avons travaillé avec 14 agents et puis avec 3 managers. Vous indiquez que ce que nous avons détecté principalement, peut-être qu'on pourra envoyer le diapo à tous les participants. Je ne vais pas vous passer tous les verbatims, ça sera beaucoup trop long et c'est mieux si on laisse un petit peu de place à la discussion. Donc des stratégies de contournement des difficultés, donc on contourne, on fait avec, on se débrouille, voilà, globalement. Des difficultés avec les technologies, donc des salariés qui nous disaient clairement, moi avec les ordinateurs, je n'y arrive pas, j'arrive pas à répondre aux exigences, j'arrive pas à recevoir mes mails, je ne les consulte jamais. Petite anecdote, on faisait les entretiens dans cette salle munie d'équipements informatiques, certains la découvraient, cette salle-là. J'étais jamais allé. J'y n'allais surtout pas parce que je savais qu'il y avait des outils informatiques et j'allais être potentiellement sollicité pour qu'on m'y amène sur ces outils-là. Voilà, donc on peut avoir ces stratégies-là. Mise en place de solidarité locale, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, avec les collègues qui vont m'aider, des glissements de fonctions évidemment, avec les collègues qui vont pallier. Mise en place de dispositifs de communication spécifiques par les supérieurs, donc les supérieurs ayant détecté que certains étaient en difficulté, ils faisaient plus, ils faisaient autrement, ils passaient par d'autres moyens de communication. Des besoins de formation identifiés, sur lesquels il y a eu des réponses appropriées, et puis des difficultés pour entrer dans des dispositifs de formation. Je vais simplement m'attarder sur ce que nous ont exprimé les responsables, donc les 3 responsables de l'ensemble de ces agents-là. Donc, conscients et responsables qu'il y avait des glissements de fonctions, qu'effectivement, quand on a un certain nombre de problématiques à régler, on a des stratégies d'adaptation. Vous voyez, quand
quand j'ai un tableau Excel à remplir pour faire mon reporting sur un logiciel, plutôt que de le faire, on a l'habitude d'envoyer une photo, d'envoyer un commentaire par le biais de son téléphone portable, et le responsable va enregistrer l'information à la place de son salarié, de son agent en l'occurrence. Des stratégies de contournement, beaucoup d'oral, beaucoup de visuels, beaucoup d'affiches, beaucoup de mémos, donc du travail complémentaire et supplémentaire parce qu'on a identifié encore une fois qu'on avait des salariés qui étaient en difficulté. On s'adapte à eux, à leur niveau, on invente des techniques, et puis des pertes de temps relativement importantes. Et donc on arrive à cette estimation de plus de 2000 heures perdues, finalement, par ce service par an, pour ces 14 agents plus leurs 3 responsables. Ce qui est intéressant dans cette étude, au-delà du chiffre auquel on arrive, c'est que 70% des temps perdus sont perdus au niveau des agents, et 38% sont perdus au niveau de leurs 2 responsables hiérarchiques. Donc ça veut dire que ces problématiques de compétences numériques, elles impactent évidemment chacun à son poste, à son niveau, individuellement parlant, mais elles impactent véritablement l'ensemble du collectif, et qui plus est les N+1, voire les N+2 parfois, qui sont obligés de pallier, de prendre en charge et de faire en sorte que ça puisse fonctionner malgré tout. Voilà, et donc il y a une action qui est mise en place aujourd'hui avec le CNFPT, qui a amené, donc au moment du film, janvier-février, 2 agents à partir en formation. Ça s'est admirablement bien placé. Des progrès, j'ai noté incroyables, parce que c'était véritablement ce que M. Frisch a exprimé quand on s'est entretenu au mois de juin, donc à l'issue de la formation des 2 premiers agents, avec des progressions évidemment sur les compétences numériques, mais ce qui relevait, lui, c'était surtout un changement de personne. Voilà, quelqu'un qui aujourd'hui a beaucoup plus confiance en lui. On voit qu'il est beaucoup plus à l'aise, il est moins stressé, il a moins peur, il prend des initiatives. Enfin, donc véritablement un changement de posture professionnelle aussi, qui est tout aussi intéressant évidemment à prendre en compte quand on mène ce genre d'action. Volonté de poursuivre par des formations complémentaires. Donc on a 3 agents qui sont rentrés depuis septembre en formation, en plus des 2 dont il était question dans le film. Et puis un collectif évidemment qui vit beaucoup mieux toutes ces situations. Alors pour terminer, quelques éléments pour vous indiquer ce qui fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qui marche quand on essaye de traiter ces problématiques d'électronisme, et quelles ressources on peut leur apporter. Alors, premier point très important par rapport à l'aspect psychologique dont je vous parlais tout à l'heure. L'idée, c'est d'apporter à ces agents, d'apporter à ces personnes, d'apporter à ces salariés des ressources dites énergétiques. C'est quoi ces ressources énergétiques ? Eh bien, c'est d'abord essayer de valoriser tout ce que ces personnes ont appris. Elles ont appris énormément de choses, elles ont un savoir-faire très important, elles ont appris à contourner, à dissimuler, à faire en sorte d'être compétentes malgré tout. Et il faut impérativement pouvoir réinvestir ces connaissances, ces compétences-là, dans l'action de qualification. Il n'y a pas pire, finalement, que de partir du négatif et de partir de ce qu'elles ne savent pas. Voilà. Tu ne sais pas, tu es en difficulté, tu es mauvaise, tu es nulle, etc. Et évidemment, c'est très contre-productif. Et l'idée de ces actions-là, pour travailler sur le volet psychologique et la confiance en soi, c'est justement de travailler sur la valorisation de leur propension à investir ces ressources-là. Et partir de ce qu'il sait faire et reconnaître ces acquis-là, et en tout cas, tout ce qu'il a pu développer comme connaissance et comme acquis jusqu'à présent, même si ce n'est pas suffisant, évidemment, pour tenir son poste. Donc, premier niveau, exploitation des ressources dites énergétiques. Deuxième niveau, créer des clés motivationnelles. Créer des clés motivationnelles, M. Frisch le disait tout à l'heure, ce que nous avons fait au sein du lycée, ce n'est pas des actions individuelles, c'est bien une approche collective des choses. L'idée, ce n'est pas de stigmatiser, ce n'est pas de dénoncer, ce n'est pas de pointer du doigt que tel agent, tel salarié coûte tant à la structure, évidemment pas. C'est d'inclure ce dispositif dans un schéma plus général qui travaille sur l'élévation des compétences collectives de l'ensemble des salariés, évidemment. Si moi je veux progresser, indirectement, ça va impacter les personnes qui prennent en charge mon activité, ça va impacter mon responsable hiérarchique, ça va impacter l'ensemble des personnes qui gravitent finalement autour de moi. Et donc on a tout intérêt à travailler sur l'élévation de l'ensemble de ces compétences-là. Un signal politique fort de la direction, c'est aussi très important. Ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qui n'ont pas confiance non plus dans la capacité parfois de leur structure à les accompagner par rapport à ces thématiques-là. Et parfois, on a peur de révéler sa difficulté parce qu'on a peur d'être mis à la porte. On a peur d'être stigmatisé, on a peur d'être mis dans une voie de garage, etc., etc. Donc il faut d'abord rassurer dans la volonté politique d'accompagner ces personnes-là, de les voir évoluer encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 50, 10 ans au sein de l'organisation.
Aujourd'hui, on est dans un certain nombre de secteurs d'activité dans une situation de pénurie de main-d'œuvre. Il faut d'abord essayer de bien profiter des ressources disponibles en leur envoyant des signaux positifs, leur faisant comprendre qu'on travaille sur une logique de fidélisation de parcours professionnel et qu'on va les accompagner dans ce parcours-là pendant un certain nombre d'années. Et puis, autre point et dernier point, partir des situations concrètes, partir du quotidien. Ce sont des personnes qui ont généralement mal vécu leur expérience scolaire. Donc il y a une forme de rejet de ce type d'expérience-là. Et donc, l'idée, c'est de leur redonner confiance aussi en faisant en sorte de traiter leurs difficultés quotidiennes et de leur redonner confiance dans leur capacité à apprendre et dans leur capacité à redevenir performants complètement, confortablement dans leur cadre professionnel et univers professionnel. Donc, apport de ressources de nature psychologique et puis des objectifs concrets, une logique de petits pas avec des petites étapes, avec des objectifs à court terme sur lesquels on va pouvoir valoriser l'apprentissage, on va pouvoir valoriser effectivement que la formation est performante. On peut résumer ces éléments-là par le schéma suivant. Voilà, un schéma dit vertueux de formation dans les compétences numériques. Donc on part des problématiques pratiques, concrètes, quotidiennes, et on forme d'abord à la résolution de ces problématiques-là. Quels sont les dysfonctionnements sur lesquels je n'arrive pas à progresser depuis X temps? Quels sont concrètement les logiciels que j'utilise? Quels sont concrètement les éléments que je dois manipuler au sein de mon organisation? Et on essaie de me former là-dessus d'abord pour que le lendemain, le surlendemain, la semaine prochaine, je sois meilleur d'abord sur mon poste. Donc, reprise de confiance en soi, reprise de confiance dans la capacité de son employeur et de son chef à pouvoir faire en sorte qu'il y ait un transfert des compétences acquises en formation sur le poste de travail. Donc ça c'est un point qui est vraiment déterminant pour pouvoir traiter correctement cette thématique des compétences numériques. Donc formation à la régulation de problèmes pratiques pour améliorer ses performances personnelles mais aussi collectives, hein, vous l'avez compris. Et très souvent, on s'aperçoit que ça crée ce qu'on appelle un effet déclic. Un effet déclic parce que les personnes vont, à la suite de cela, être elles-mêmes demandeuses de formation complémentaire. Elles vont vouloir s'inscrire dans quelque chose de plus requalifiant, de plus important, parfois en dehors du temps de travail. Donc ça peut parfois échapper à l'entreprise et c'est pas grave, hein, si c'est le tissu associatif qui prend cela en charge, par exemple, parce qu'on a redonné le goût d'apprendre, parce qu'on a montré que c'était possible, parce que, etc., etc. Et parfois aussi sur la question du numérique, il y a un élément qui peut être aussi important, c'est que ce qui est appris en entreprise, un salarié peut aussi se dire, tiens, cet élément-là, il pourrait aussi m'aider dans ma vie personnelle. Je vais pas gérer les notes de mes enfants aujourd'hui parce que je n'y comprends rien, je vais pas, etc., etc. Donc, comme je peux voir aussi un avantage pour ma vie privée, ma vie personnelle, j'ai de nouveau cette appétence à la formation et j'ai de nouveau cette envie de me former parce que je vois que ça fonctionne. Et encore une fois, ça fonctionne, cela uniquement si vous êtes sur cette logique de petits pas et des objectifs de court terme à atteindre. Donc, un effet déclic. Et donc parfois, il y a un dispositif qui s'appelle le CLEA numérique, vers lequel certains s'engagent. C'est quelque chose qui est beaucoup plus conséquent, évidemment, en termes de nombre d'heures, en termes de niveau de compétences aussi. Hein. Mais ça peut amener certains à avoir justement ce déclic pour se dire, OK, maintenant j'y vais et je peux m'orienter vers une formation diplômante, voire qualifiante. Sur le lycée, on était sur des formations d'une cinquantaine d'heures. Les personnes qui ont suivi la formation souhaitent aujourd'hui s'inscrire dans de nouveaux dispositifs et donc potentiellement ils vont pouvoir bénéficier d'heures de formation complémentaires pour progresser, pour se perfectionner sur ce qu'ils ont déjà appris et puis pour avancer sur d'autres choses. Voilà. Place aux discussions. Je m'arrête là. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des remarques? Oui. Par rapport aux salariés qui ont été exprimés, oui. Donc le manque de confiance en soi, etc. Oui. Le problème des addictions
n'a pas été pris en charge. Parce que les personnes qui sont en manque de Non, alors là, honnêtement, on n'a pas trouvé ce profil d'agent-là, a priori. En tout cas, on n'est pas rentré sur ces problématiques-là. On était vraiment centré sur les problématiques professionnelles. Donc, de quoi vous avez besoin pour être plus performant au niveau de votre emploi en tant qu'agent, agent d'entretien, agent de cuisine, agent magasinier, agent hygiène, etc. Donc, quels sont les outils dont vous disposez aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que vous puissiez progresser sur ces outils? Mais honnêtement, on n'a pas trouvé a priori de personnes qui avaient ces addictions dont vous parlez. On n'est pas rentré dans des problématiques plus personnelles, plus privées que ça, qui auraient pu potentiellement nous permettre de détecter ces éléments. Mais on n'a pas effectivement traité de cette thématique de l'addiction. Alors, ce qui peut arriver quand on traite de ces problématiques d'illettrisme ou d'illectronisme, c'est qu'on soit amené à effectivement traiter un cumul de difficultés. Difficultés professionnelles, mais aussi difficultés personnelles, sociales, de logistique, de familiales, etc., etc., évidemment. Et là, c'est d'autant plus important que de le percevoir pour pouvoir prendre en compte ces éléments pour lancer la formation. En l'occurrence, dans l'expérimentation qui a été menée au lycée, là, si je me concentre que sur celle-ci, honnêtement, le CNFPT a tout fait pour faire en sorte que la formation soit bien encadrée, que le positionnement soit bien réalisé avec chacun, qu'on puisse détecter quels étaient ses besoins professionnels et pour avoir un accompagnement quasi individualisé, même si c'est en groupe, sur ces thématiques-là. Et à ma connaissance, sauf si quelqu'un a une meilleure connaissance de moi des publics qui ont été formés, mais on n'a pas traité de ces problématiques d'addiction et il ne me semble pas, honnêtement, qu'il y avait ces problématiques d'addiction en jeu par rapport aux 5 agents dont il est question sur les formations. J'ai trouvé qu'au-delà de leur problématique de maîtrise du français, c'était plutôt des personnes saines et joyeuses. Et voilà. Oui. Est-ce que ces personnes, il y avait 15 opérationnels, Oui. 3 managers? Oui, 14 opérationnels et 3 managers. Donc, est-ce que vous aviez détecté chez les managers des problématiques identiques? Oui. D'accord, ça c'est la première réponse. Et pour les autres, parce que le rôle du manager, c'est quand même d'accompagner son équipe, est-ce que les managers avaient pointé, disons, ces manques et est-ce qu'ils avaient déjà entrepris des actions ou pas? Alors, oui, nous avons rencontré au moins un manager sur 3 qui était en difficulté par rapport à ces problématiques du numérique. Qui nous les a clairement exprimés en signalant qu'il n'était pas plus compétent finalement que les agents qu'il gérait sur cette thématique-là. Donc il est prévu que lui aussi parte en formation pour pouvoir gérer tout ce qui se passe sur son logiciel. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Sur la deuxième question, oui, le manager avait détecté un certain nombre de difficultés auprès de ses agents. Parfois, on a pu percevoir que le responsable, comment je pourrais exprimer ça sans... parfois le responsable, non, c'est pas passer la patate chaude, mais était relativement satisfait d'avoir des salariés faiblement qualifiés sur ce point de vue pour se valoriser lui-même et pour porter lui-même un certain nombre de projets, de sujets, pour exister et légitimer son intervention sur un certain nombre de thématiques. Voilà. Et on a senti que sur certaines thématiques, il n'était pas forcément favorable à ce qu'on forme. Voilà. Parce que former, c'était lui enlever un peu de pouvoir. Voilà. Il y avait cette thématique-là. Maintenant, au final, il a très bien compris son intérêt. Quand on lui a montré qu'il allait passer 30% de son temps à faire autre chose qu'à répéter sans arrêt les mêmes choses et à contrôler tout ce qui se passait parce qu'il n'avait pas la certitude que les choses avaient été bien comprises, et ben là, il était plutôt force de proposition et il était plutôt très, très impliqué dans l'idée de voir ses agents se former. Il avait une conscience, alors peut-être pas une conscience du vrai niveau de difficulté, même si on était dans un établissement un peu particulier où il n'y avait pas de non-dit, on se disait tout.
Donc on a fait des entretiens de groupe avec Mathieu où ils se traitaient les uns les autres d'illettrés, d'incompétents, enfin tout était sur la table. Voilà. Nous, on avait pris beaucoup de précautions en matière de communication en leur disant on ne vient pas traiter de problématiques d'illettrisme, d'illectronisme, mais bien de compétences professionnelles. C'est encore une anecdote pour tout vous dire. Quand on est arrivé dans la salle, on nous a dit tiens, c'est les consultants illettrisme qui arrivent. Voilà. Bon, notre stratégie de communication construite avec le chef d'établissement, on a bien vu que quand elle était passée auprès du chef de service, elle était tombée à l'eau. Et lui, compte tenu de ce qu'il savait des relations professionnelles saines avec ses agents, il a préféré dire les choses tout de suite. Voilà. Donc une conscience assez bonne, à mon avis, des difficultés, mais parfois, dans un premier temps, avec cette a priori sur ce que vont devenir mes agents s'ils sont formés. Voilà. Pour aller dans le sens contraire à ce que tu dis, on a rencontré avec Mathieu deux grandes entreprises de la région, et sur les aspects illettrisme, la RH en charge d'une grosse équipe de personnel qui était plus des intérimaires, pas des personnels fixes, des CDD, des personnes comme ça. En fait, prenait cette question-là sous une forme de tabou dont il ne fallait surtout pas parler, parce que ça allait dans le sens de ce que tu disais, la détérioration d'une image employeur qui était intégrative, qualitative, etc. Et ça, c'est un gros handicap pour aborder ces questions-là dans l'entreprise, parce que même s'il y a des RH qui fonctionnent autrement, il y a aussi, je pense, encore beaucoup de personnes qui continuent à fonctionner comme ça. C'est vrai, il y a ce phénomène tabou, il y a ce... j'ai rencontré un seul dirigeant exceptionnel qui m'a dit si les salariés sont comme ça, c'est de ma faute. C'est donc de ma responsabilité de les former. Donc on est sur un spectre finalement où on peut avoir à peu près toutes les positions par rapport à cette thématique-là, avec le tabou, la non-perception des choses, jusqu'à ce dirigeant qui se dit responsable finalement. Vous savez que le droit du travail nous dit que le dirigeant est responsable de l'état du niveau de compétence de ses salariés. C'est bien à lui de former pour adapter les compétences aux emplois, donc il est de sa responsabilité. Hein. Donc quand on détecte qu'effectivement quelqu'un n'est plus employable, il est de sa responsabilité a priori de pouvoir l'accompagner, de pouvoir le former. Voilà. Et donc il était dans cette logique à la fois bienveillante et citoyenne, en exprimant l'idée qu'il les avait recrutés et que si ces salariés étaient dans un tel niveau de difficulté, c'était de sa mission que de pouvoir les accompagner et les former. C'est ce qu'il a fait. Alors, lors d'une précédente rencontre qu'on a eue il y a 2 semaines, on avait rencontré des personnes en situation d'illettrisme et d'électronisme. Et en fait, elles nous avaient témoigné le fait que lorsqu'elles avaient été orientées vers des dispositifs de formation, pour beaucoup, elles avaient abandonné dans un premier temps, parce qu'elles se sentaient exclues de cette formation, parce qu'elles se sentaient mal accompagnées. Qu'est-ce qui fait, là, dans votre témoignage, que justement, les deux personnes qui ont été formées, justement, il y a un taux de réussite, que ce soit qu'on constate des progrès incroyables. En fait, du coup, quelle est la recette magique? Voilà. Alors, la recette magique, elle n'existe pas, sinon on ne serait pas tous là à discuter de tout ça. Ce serait réglé depuis très longtemps. Mais il y avait eu un échec sur une des personnes qui a participé à cette formation. Elle avait abandonné, effectivement. Donc là la première piste évoquée, c'est du temps passé par le formateur CNFPT pour faire un entretien de positionnement, pour savoir précisément où en est la personne par rapport à ses acquis, par rapport à ses compétences, par rapport à ses besoins, perso et pro, en essayant d'estimer concrètement et clairement quel est son métier et quelles sont donc les compétences sur lesquelles elle va avoir besoin de se former rapidement pour retrouver du confort. Donc d'abord un entretien de positionnement très important avec le futur formateur, même si je crois que ce n'est pas le formateur qui a finalement animé la formation. Ensuite, l'utilisation des outils de travail. Ça veut dire que l'idée, c'est de pouvoir utiliser des documents authentiques,
des choses sur lesquelles j'ai de la manipulation quotidienne. Voilà. Si j'ai un tableau Excel à faire avec un certain nombre de calculs, avec un certain nombre de formules, bah, je suis formé là-dessus. Si j'ai une démarche de certification sur lesquelles j'ai un certain nombre d'outils où je dois faire un reporting pour bien avoir la traçabilité de ce qui s'est passé, je suis formé là-dessus, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir d'abord former directement sur des problématiques quotidiennes. Encore une fois, hein, pour travailler sur cette dimension plutôt psychologique des choses, redonner confiance en soi. Bon, je me répète une nouvelle fois, mais quelqu'un qui est en situation d'électronisme ou d'illettrisme, c'est quelqu'un qui a mal vécu sa période scolaire. Et comme il a été en situation plutôt d'échec, quelle que soit la raison par rapport à cela, il ne voit pas quel peut être l'intérêt de retourner en formation. Voilà. Pour lui, ça ne marchera pas. Il n'a pas réussi à apprendre quand il était jeune. Il l'apprendra probablement pas quand il a 10, 15, 20 ou 30 ans de plus. Donc il faut d'abord lui redonner confiance en sa capacité à apprendre et à retrouver du bien-être quotidien au sein de son organisation. Et c'est concrètement grâce à ça qu'aujourd'hui les résultats sont dits incroyables par M. Frisch, là, le chef d'établissement, qui n'en revient pas de ce que ça a pu générer en matière de compétences pro. C'est très important. Ils savent gérer des logiciels, ils sont autonomes. C'est super important. Mais par rapport à ce que ça a pu impliquer au niveau de la posture professionnelle et des qualités de la personne aujourd'hui. Voilà. Mathieu. Et à l'issue, alors je vais aller vite, on a fait plusieurs entretiens évidemment de groupe ou individuels avec chacun d'eux, et on a restitué auprès de l'ensemble les résultats de l'ensemble du diagnostic. Donc chacun a pu percevoir quelle était la perception à la fois des agents et des responsables sur les situations, ce qui a donné là des échanges super riches sur la façon de percevoir les choses, sur l'identification du réel niveau de difficulté des agents. Donc ça a permis, s'il y avait encore quelques abcès à crever, de mettre à plat vraiment toute l'organisation et toutes les difficultés. Alors, je ne sais pas sur la piqûre de rappel. L'approfondissement, oui, parce que les 2 personnes qui ont intégré le dispositif vont pouvoir poursuivre sur d'autres dispositifs. Piqûre de rappel, je n'en ai pas connaissance à ce jour. Là, il y a les trois autres qui sont rentrés dans le dispositif. Il faut quand même que le lycée tourne, et donc ils ne peuvent pas tous partir en formation en même temps, évidemment. Donc il y en a 2 qui sont partis, ça s'est très bien passé. Il y en a 3 qui partent, parce que les 2 qui reviennent sont performants, sont plus autonomes, et donc peuvent pallier les départs de leurs collègues. Peut-être qu'il y aura des piqûres. Il faut espérer qu'il y aura des piqûres, effectivement, par rapport à l'évolution des outils qui seront mis en place au sein du lycée. Et une dernière question. En fait, vous avez parlé justement de la nécessité du numérique dans toutes les tâches finalement au travail, que ce soit pour des démarches professionnelles, mais aussi un peu plus personnelles au sein du travail, de faire une demande de congé, ce genre de choses-là. Oui. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu aussi une demande de la part des salariés que vous avez rencontrés d'avoir un peu moins de numérique dans le milieu professionnel, justement, vis-à-vis de ces demandes, etc. Non. D'accord. Non, la masse d'informations ne leur fait pas peur, et ils sont plutôt contents d'être acteurs de la gestion de leur congé, gestion de leur planning, gestion de leur formation. Ils demandent simplement à pas échapper au système et pas échapper au dispositif. Voilà. Ils voient leurs enfants, leurs petits-enfants, donc ils se disent aussi, bon, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça, j'ai pas le choix, finalement, par rapport à ça. Et donc, si je veux continuer à évoluer au sein de la structure, il va falloir que je m'y mette. Voilà. La seule difficulté, c'est vraiment parfois que c'est à l'occasion d'un changement que la structure perçoit qu'elle a ses salariés en difficulté.
Donc on attend d'être au pied du mur avant de diagnostiquer, avant d'agir. Et l'intérêt de s'intéresser à ces questions-là quand on n'est pas face à ces urgences, c'est de pouvoir évidemment mettre en place un dispositif qui soit plus confortable pour tout le monde. Voilà. Donc là, le lycée anticipé, sans avoir véritablement de projet numérique, hein, mais voilà, un intérêt particulier pour cela, en voyant qu'effectivement certains salariés et certains agents vivaient mal leur situation, et ça pouvait aussi poser des problèmes de sécurité et d'hygiène. Et en l'occurrence, comme ils accueillent des lycéens, ça pouvait être problématique. Et donc ils ont décidé de s'y mettre. Mais la problématique du traitement vient souvent du fait que quand on découvre le phénomène, c'est déjà parfois un peu trop tard. Et on est dans l'urgence et il faut combler les lacunes trop rapidement. Voilà. Là, ils ont le temps. Justement, au niveau des collectivités locales, Orléans Métropole, on organise le renouvellement des élections professionnelles. Oui. Donc là, c'est la première fois qu'à Orléans, c'est organisé par le vote électronique, oui, et pas de manière classique. Et donc il reste 3 jours pour voter. Et on a vu qu'il y a quelques petits messages de la part de notre RH et direction générale pour dire que le taux de participation est encore assez faible. Il reste quelques jours. Voilà, et c'est important quand même, ces questions d'élection professionnelle, c'est quand même des enjeux de démocratie sociale, de représentation du personnel, il faut être représenté dans les différentes commissions, donc ça, c'est peut-être ces situations-là, alors c'est peut-être pour d'autres raisons, et puis peut-être que les gens vont voter au dernier moment, mais je pense que ces situations de changement comme celle-ci, ça mériterait d'être regardé de près par rapport à cette problématique d'inclusion numérique par les RH. Par les RH, oui. Mais bon, à voir. Par les RH qui n'anticipent peut-être pas suffisamment quel est l'impact de l'évolution des modalités de vote pour toutes ces personnes qui échappent à ce niveau de connaissance. On sait que les personnes qui manquent de compétences numériques échappent à un certain nombre de droits parce qu'aujourd'hui, pour avoir ces allocations à la CAF, pour s'inscrire sur Pôle emploi, pour tous ces éléments, tout est numérique, tout est informatisé. Et donc, je n'existe plus dans tous les systèmes. Voilà. Elle existait toujours. Ouais. C'est ça. Il y a un temps cocktail après avec un village des partenaires. Pascal sera encore avec nous juste après, donc on pourra continuer l'échange. Merci Pascal pour cette conférence. Je vous en prie. Et bravo, oui. Donc maintenant, je vais appeler Benoît Bourgeois, donc directrice du Crépi Loiret. Crépi qui anime également le club des entreprises s'engagent. Donc Benoît va intervenir justement sur la demande des entreprises et comment accompagner dans l'insertion professionnelle les personnes pour répondre aux besoins des entreprises. Et également Mathieu Tricard, donc conseiller numérique France Service à la ville de Saint-Jean-de-Bray. Et peut-être qu'il a eu la demande de certains agents pour le vote électronique. Je ne sais pas si ça s'est déjà présenté, pas encore. Et donc, en tant que conseiller numérique, donc il accompagne les habitants et usagers de la ville de Saint-Jean-de-Bray et il a eu des demandes de certains agents. Voilà, donc il va nous parler un peu de cette expérience. Hop. Je voulais mettre en grand écran avant. Benoît, je te laisse commencer, présenter dans un premier temps le Crépi, le club des entreprises s'engagent. Bonsoir à tous, merci de votre invitation. Je suis contente d'être là ce soir parce que c'est bien aussi d'avoir un biais entreprise, puisque c'est un petit peu le sujet quand même. Je suis directrice d'un club d'entreprise qui s'appelle le Crépi Loiret, donc club régional d'entreprises partenaires de l'insertion.
qui a une particularité, donc qui est un peu hybride, hein, c'est le sujet du moment, mais qui du coup est un club d'entreprise, mais c'est aussi de l'insertion professionnelle, dont la mission en fait initiale est d'accompagner tout public vers l'emploi en organisant des rencontres et des échanges avec des entreprises engagées de son territoire. Donc on a des missions diverses, mais évidemment en mission principale cette insertion professionnelle. Et je vais aussi pouvoir vous témoigner en fait d'une action qui a été menée au niveau de la Fédération des crépis, puisque Crépis Loiret, mais nous sommes 16 crépis en France, de tailles différentes, tous indépendants juridiquement, financièrement, mais nous dépendons également d'une fédération en fait, qui coordonne en fait des actions communes à l'ensemble des crépis sur le territoire, qui a aussi une mission bien sûr de représentativité nationale et qui se saisit d'un certain nombre de sujets, ou dans tous les cas qui est sollicité par des groupements d'entreprises ou aussi des institutionnels sur des sujets touchant évidemment à l'insertion, puisque c'est son sujet initial, mais aussi au sujet de la RSE, puisque vous aurez compris, nous sommes un club RSE. Donc évidemment, rien à voir avec un club business à notre niveau, mais tous ces sujets d'inclusion et d'insertion sont nos missions quotidiennes. Je représente aussi un club qui s'appelle le Club Les Entreprises s'engagent, qui est missionné par la DETS notamment et la préfecture du Loiret, qui est l'émanation en fait d'une initiative en fait nationale lancée par Emmanuel Macron en 2018, dont l'idée était aussi de valoriser les entreprises qui avaient un souci en fait du bien-être sociétal sur leur territoire et de leur engagement. Et du coup, nous sommes Crépis Loiret, leader de ce club depuis l'année dernière. Et dans ce club, évidemment, nous avons des entreprises très engagés pour l'inclusion, encore une fois, de leur territoire. Hein. Vous aurez compris, on est toujours un petit peu dans le même sujet. Mais du coup, ça avait complètement du sens de porter aussi la mission de ce club. Alors, deux petits mots pour l'idée, c'est aussi de faire un témoignage donc, sur le côté entreprise. Aujourd'hui, comment on peut faire le lien? Alors, merci, moi, ça m'a beaucoup intéressée, vous imaginez bien. Je me ferai porte-parole, évidemment, de vos propos auprès des entreprises que nous représentons aujourd'hui, qui sont une 50aine aujourd'hui, sur des secteurs d'activité très différents, et je pense qu'ils seront stupéfaits clairement des résultats de cette enquête, enfin en tous les cas de ce travail universitaire que vous avez pu mener, parce que je pense que c'est effectivement, et vous le disiez très justement, hein, j'en fais l'expérience également, des sujets dont ils ne se saisissent pas, soit par pas de temps, c'est souvent ce qu'on nous dit, hein, pas de temps, les RH sont appelés à d'autres problématiques plus immédiates, en tous les cas à très court terme, sur aujourd'hui avoir des salariés qui puissent faire tourner leurs entreprises avec des métiers en tension très importants. Et puis, comme vous le disiez très justement, des salariés qui ne le disent pas, qui finalement, voilà, donc c'est tout à fait en lien et cohérent, et tant mieux évidemment, mais on est tout à fait sur ces sujets-là. Je témoigne aussi l'idée, c'était ça aussi, la Fédération des crépis s'est saisie de ce sujet de l'électronisme, alors qui n'était pas du tout dans nos spectres de missions initiaux, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, à la sortie du confinement. Elle a été missionnée par la fondation BTP+, donc sur les métiers du BTP, qui font partie de ces métiers vulnérables que vous avez soulignés et mis en exergue, parce que nous avons une action en fait au Crépi qui s'appelle ProBTP, où nous accompagnons en fait des reconversions professionnelles de salariés du monde du BTP sur des accompagnements longs et qui sont des publics souvent abîmés, cassés, qui peuvent justement avoir ces problématiques de compétences. Et nous sommes partis en fait de cette expérimentation-là. Ça a été diffusé à quelques crépis, alors pas à l'ensemble des crépis, évidemment, sous format plus expérimentaux, avec des crépis un petit peu plus anciens sur le territoire et qui avaient eu, eux aussi, pu faire déjà des constats par rapport au public qu'ils accompagnaient. Alors c'est un peu moins notre cas aujourd'hui sur le Crépi Loiret, mais aujourd'hui ça devient une des missions des crépis. Alors c'est nouveau pour nous tous, bien sûr, puisque c'était pas, encore une fois, une mission initiale. L'idée de cette expérimentation, c'est d'aller en fait détecter en fait ces publics, ou en tous les cas les publics qu'on accompagne dans la grande majorité sur ces questions d'électronisme. Donc il y a eu des outils qui ont été créés, nous avons été formés, chaque crépi a été formé, les salariés ont été créés par Emmaüs Connect, donc on part une convention nationale qui a du coup été qui aujourd'hui souhaite pouvoir se dupliquer en local. Donc je sais que Emmaüs Connect est à la salle, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et du coup nous a doté en fait d'outils et de formations pour détecter l'électronisme des publics que nous accompagnons, mais au-delà de pouvoir les détecter, pouvoir les orienter sur un réseau local de partenaires. Donc aujourd'hui, ça fait non seulement partie de mes missions, d'une obligation, en tous les cas, que nous nous mettons aussi pour pouvoir accompagner nos publics,
et aussi d'inversion entreprise, sur la sensibilisation justement des chefs d'entreprise à ces sujets-là. Exactement ce que vous disiez sur les coûts cachés, mais aussi comment on peut mieux valoriser en fait ces salariés sur la montée en compétences, mais aussi sur l'emploi. Aujourd'hui, quand on cherche un emploi, quand on ne sait pas envoyer un CV, ben forcément, c'est le premier point qui coince. Donc voilà, donc c'est une expérimentation un peu nouvelle sur un réseau d'entreprises qui n'était pas habitué à ces sujets-là et qui du coup aujourd'hui s'en saisit sur le territoire, mais non seulement s'en saisit, mais ça devient une des missions presque prioritaires aujourd'hui. Et donc ces réseaux de partenaires locaux, il y avait un sens tout à fait induit de pouvoir s'associer à vous sur cette démarche, de pouvoir témoigner en fait d'une démarche de club d'entreprise, mais surtout il faut aller plus loin aujourd'hui. Il y a des perspectives évidemment de déploiement et aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, puisque c'est très, très humble, on en est vraiment au niveau d'expérimentation, il y a à peu près 500 personnes qui ont fait l'objet de détection électronique pour l'ensemble du réseau, pour 64 personnes accompagnées réellement. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu. Donc c'est aujourd'hui encore pas encore développé comme on le souhaiterait, mais voilà, on est en phase de déploiement et tous acteurs que vous êtes aujourd'hui sont vous êtes des vrais soutiens en fait à ces thématiques-là pour nous, qui ne sommes pas aujourd'hui encore au fait de ces sujets-là, mais j'ai bien compris l'importance ce soir, encore plus, si tant est que j'étais pas convaincue, de pouvoir poursuivre en fait sur ces actions et en tous les cas d'apporter aux entreprises voilà, de vrais outils de montée en compétences. Et comme vous le dites très justement, dans tous les secteurs d'activité aujourd'hui, on retrouve en fait ce sujet, quel qu'il soit, à tous les niveaux. Donc j'ai d'autant plus pris conscience de l'importance de ces sujets. En termes de perspective, des partenariats pour trouver l'accompagnement numérique. Exactement, parce que l'idée c'est bien, on a des outils maintenant pour détecter, ça devient quelque chose de systématique, mais il faut orienter. On n'a pas la vocation aujourd'hui de pouvoir évidemment tout internaliser, et surtout pas. Donc l'idée c'est qu'il faut pouvoir orienter en fait tous ces publics sur ces savoirs de base, démarrer quelque chose. Il y a aussi un souhait d'expérimentation de notions de parcours sur le territoire. Donc je pourrais porter en fait ce sujet-là, et je pense que vous êtes tous des acteurs évidemment essentiels sur une perspective de montée en compétence de tous ces salariés ou de détection de savoir de base, et qui pourrait être bien sûr repris dans un temps très très rapide, puisque ça devient un sujet prégnant. Ça me permet un peu d'introduire le village des partenaires, parce que tous les partenariats que tu recherches vont se trouver en partie. Certains partenaires sont présents avec le matériel à acheter reconditionné via Norib, donc je vous le présenterai tout à l'heure. Également les visas pro numériques développés par la région Centre-Val de Loire. Donc on a 2 espaces libre savoir présents juste après pour voir justement quels sont les parcours. On a aussi des acteurs qui animent des ateliers numériques. Donc on a ateliers mais aussi formation, donc la complémentarité des parcours. On a ce fameux tableau de bord mis en place par la métropole qui permet de repérer où se trouvent ces publics en situation de fragilité. Donc il va falloir construire le partenariat juste après. Voilà, pendant le cocktail. Moment et le bon endroit. Merci beaucoup. Mathieu, bonjour. Benoît, je te laisse lui passer. Donc toi, tu accompagnes directement des agents qui sont venus te voir, qui t'ont sollicité, qui avaient des besoins. Donc peut-être dans un premier temps rappeler la mission. Toi, tu n'es pas dans la formation pure, mais plutôt dans l'accompagnement. Donc rappeler un peu cette mission-là. Et après, expliquer un peu la demande des agents. Est-ce que ça fait sens avec ce qui a été présenté? Moi, ça résonne bien. Bonsoir, donc moi je suis Mathieu Tricard, je suis conseiller numérique au sein de la ville de Saint-Jean-de-Bray. Je fais partie des 4000 conseillers numériques déployés sur le territoire depuis maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas, à peine. Et mon rôle en tant que conseiller numérique, il est avant tout d'accompagner les usagers dans, on va dire, les savoirs de base numériques pour accompagner vers l'autonomie. Et quand je dis les usagers, on est en priorité envers les citoyens et les habitants de la ville de Saint-Jean-de-Bray. Alors le territoire de Saint-Jean-de-Bray est un territoire plutôt actif sur l'accompagnement des publics. Mon action, donc, c'est plutôt basé sur l'accompagnement des savoirs des savoirs numériques un peu plus élevés sur la conception d'un CV, par exemple, ce genre de choses-là. Donc j'anime des ateliers au sein de la médiathèque de Saint-Jean-de-Bray et je fais également de l'aide aux démarches au sein du CCAS. Voilà, donc l'idée c'est d'accompagner
des usagers sur des démarches en ligne et après de les orienter vers les acteurs du territoire qui font ce type d'accompagnement sur les savoirs de base. Et il s'avère qu'en tant qu'agent de la collectivité de Saint-Jean-de-Bray, je suis rattaché au service ressources humaines et que j'ai été amené à accompagner des collègues sur le déploiement d'un nouvel outil pour la gestion des entretiens professionnels et que je connaissais déjà par ailleurs. Donc c'est ça qui a fait le pont finalement. Et en fait, une des premières étapes était effectivement de s'identifier sur cet outil qui est un site internet. Et on a rapidement été confronté à des problématiques de je ne sais pas faire des majuscules, à je ne sais pas me servir du clavier, de la souris. Donc en fait, après un premier atelier qui a fait émerger toutes ces problématiques-là, on a avec le service ressources humaines et la collègue responsable de formation en fait décidé de mettre en place un parcours, un plan de montée en compétences numériques en partant du principe que c'est intéressant de former à l'outil, mais que finalement l'outil, si on n'a pas les compétences de base pour pouvoir l'utiliser, ça ne sert à rien. Alors en l'occurrence là, c'était un outil pour la gestion des entretiens professionnels, qui est un outil super en termes de RH, parce que du coup il y a une traçabilité incroyable de l'entretien, mais qui était un peu déconnecté des usages des agents et des savoirs de base. Vous le disiez tout à l'heure, il faut un identifiant, un mot de passe qui fait 12 caractères. Pourquoi il faut qu'il y ait 12 caractères? Je l'enregistre sur l'ordinateur du service, c'est pas très grave, comme ça je l'oublierai pas, mais derrière j'ai d'autres collègues qui viennent et qui peuvent utiliser l'ordinateur. Alors tout ça, ça se fait en bonne intelligence et en bonne entente, il n'y a aucun souci, mais il y a une base de culture numérique qui est à acquérir, et donc on a finalement développé un plan de compétences en 4 points sur la collectivité, où l'idée c'est d'accompagner les agents progressivement après un diagnostic, un entretien diagnostic qui est très important, vous le disiez, le CNFPT l'a réalisé aussi, et c'est de là que tout part, parce que finalement, je vais peut-être te couper sur le pied, je suis désolé, mais finalement c'est de cet entretien diagnostic que j'ai pu réaliser dans les services que s'est construit le lien de confiance et qui a permis d'accompagner les agents vers la formation. C'est peut-être un bien grand mot parce qu'on a quand même une problématique de temps consacrée à ces ateliers-là. C'est des ateliers qui sont très courts et un peu denses et qui nécessiteraient une récurrence plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais d'avoir pu échanger peut-être avec finalement entre collègues lors d'un entretien individuel, ça a permis de créer ce lien et d'accompagner les agents à avoir envie déjà de participer. Et puis finalement, j'ai été moi aussi confronté à des collègues qui disaient « moi je ne sais pas faire et j'ai pas envie ». Des collègues qui disaient « non, moi c'est bon ». Et puis en fait non. et d'avoir pu réaliser des ateliers sur une année complète, ça a permis aussi au bouche à oreille de fonctionner et d'avoir finalement dans ces groupes d'apprenants usagers, agents, des collègues qui au départ n'étaient pas forcément très réceptif, en tout cas enthousiaste à l'idée de pouvoir participer à ces ateliers. C'est un peu un pied à l'étrier, quoi. L'objectif étant toujours d'accompagner sur les savoirs de base numériques, éventuellement les savoirs de base en termes de traitement de texte et de tableur. Voilà, parce que vous le disiez, on a effectivement des collègues. Alors je retrouve complètement les profils que vous nous avez présentés, hein. Ce sont essentiellement des collègues du centre technique municipal, des collègues agents d'entretien et des collègues de la restauration qui sont de toute façon sur des métiers où on a malgré tout l'outil informatique à disposition, la tablette pour cocher la représence des enfants à la cantine, voilà, ou le tableur Excel dans lequel il faut faire des petites croix pour dire ça j'ai pas, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Et ce qui faisait écho à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est la charge mentale qui peut poser aussi sur certains référents ou d'autres collègues qui savent et sur qui on fait porter la responsabilité de faire à la place d'eux. Donc ça a aussi été un argument pour dire deviens autonome aussi sur ton lieu de travail et ça te servira et sur ton lieu de travail et chez toi, parce que c'est vrai que les réponses que j'avais moi souvent c'est comment tu poses tes congés, je fais demande au chef, il y a des offres sur le CE, tu peux en profiter, je fais ça, il faut que ma femme elle s'en occupe. Et les 3000 mails à lire, oui, je l'ai eu l'exemple aussi. Mais c'est une expérience qui est intéressante parce que ça questionne aussi la façon dont on communique dans la collectivité, hein. Le fait est que la collectivité de Saint-Jean-de-Bray modernise ses services, dématérialise énormément, donc les congés, l'entretien professionnel,
les offres du CE, la gestion des stocks, les tickets amis au service informatique de la métropole parce que ça ne marche pas. Et voilà, sans compter après des problématiques qui sont liées aussi à la collectivité, de matériel parfois un peu obsolète, de matériel qui n'est pas suffisamment présent en grande quantité parce que c'est 2 postes pour 15 agents dans un service. Et puis cette problématique de temps, où finalement il y a aussi une volonté des collègues de se former. Moi, aujourd'hui, les agents sont plutôt volontaires sur la formation et envie de se former parce qu'ils voient que ça a du sens et que ça sert de toute façon au quotidien de l'agent et au quotidien de citoyen. Mais par contre, il faut du temps. Et c'est vrai que moi, j'avais une question à vous poser sur le temps consacré à la formation, à l'accompagnement de ces agents de ce lycée, de cet établissement, pardon, savoir combien de temps ils sont partis en formation. Parce que moi, aujourd'hui, ma problématique, elle est là, c'est que je ne peux pas déshabiller complètement un service pour pouvoir proposer ce type d'activité. Cela dit, c'est des moments qui sont extrêmement privilégiés parce que les entretiens diagnostiques ont permis de créer des groupes de niveau, si je peux m'exprimer ainsi, et ça permet à des collègues, alors la collectivité de Saint-Jean-de-Bresse, c'est à peu près 400 agents qui ne se rencontrent pas, donc, ou très peu. Donc c'est aussi des moments de partage qui sont super intéressants. Et alors on a fait des ateliers de 4 heures, donc c'est dense, 4 heures quand même sur un ordinateur. Alors on n'est pas 4 heures sur un ordinateur, mais c'est quand même 4 heures, une demi-journée de formation, au cours de laquelle on a finalement de la manipulation de l'outil, mais aussi beaucoup d'échanges entre nous. Et je crois que ça participe au fait que la formation ou l'accompagnement fonctionne et qu'ils ont envie de revenir. Mais par contre, il faudrait... je suis à peu près convaincu que ce que j'ai fait avant l'été, les collègues ne pratiquant pas, il faudra le recommencer, il faudra le refaire, mais c'est un peu comme nous tous, enfin je veux dire. Donc voilà, j'ai aucune idée. Je te laisse mettre du temps, Mathieu, parce que je pourrais parler encore très longtemps, mais non, mais on est pas mal. Hein. Il reste 5 minutes encore, donc vous pouvez être libre de parole parce que j'ai pas posé mes questions au final. Vous avez tout abordé d'un coup, donc super. Voilà. Après, par rapport au temps que tu évoques, là, Pascal parlait de 50 heures tout à l'heure, mais c'est vrai que l'entretien de positionnement permet de voir et de mettre en place la progression. Il faut fonctionner étape par étape. Donc il peut suffire des fois de 4 heures pour avancer, avoir un déclic sur un petit point, que la personne gagne en confiance et après aller plus loin sur des parcours plus complets. Tout dépend du positionnement. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, il y avait une vraie volonté aussi, pour Saint-Jean-de-Bresse, je parle, du service ressources et du pôle formation que d'accompagner les agents sur les savoirs de base numériques, parce qu'il y avait une volonté de déployer de nouveaux outils. Voilà. Et que finalement, c'est aussi se mettre en difficulté que de proposer des outils pas adaptés. Et l'outil de gestion des entretiens professionnels est un très bon exemple. C'est un outil dont on se sert une fois dans l'année, mais sur lequel il y a aussi l'accès au catalogue de formation du CNFPT. Donc, c'est une entrée qui est, voilà, pour ce que vous disiez tout à l'heure, rattachée aussi au quotidien et que ça ait un peu de sens. On essaie de trouver des astuces comme ça. Mais c'est un travail qui est long. Enfin, on y arrive. Je veux voir une main se lever. Karine Le message que m'avait adressé ma collègue qu'on voit à l'écran, Marie-Charlotte Jean. En fait, c'était pour information, c'est le pass formation du CNFPT. Et je regardais, donc c'était donc une journée par semaine pendant 5 mois dans un premier temps. Voilà ce qui était prévu. Alors, on se place aussi dans un contexte Covid, confinement, cours à distance. Et donc, du coup, évidemment, ce n'était pas envisageable pour mes collègues concernés de faire ces cours à distance. Donc voilà, mais c'était ce qui était effectivement initialement prévu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous mettez en place les partenariats juste après. Hein. Par contre, c'est vrai qu'après des retours d'expérience, peut-être au sein de différentes structures, là on est sur une collectivité territoriale, mais il y a certainement des exemples dans le secteur privé. Là aujourd'hui, et après je libère le micro, je te promets, mais l'idée du plan de montée en compétences, il était sur 4 axes. Il y avait un premier temps sur les savoirs de base, un deuxième temps sur la communication et la sécurité sur Internet,
un troisième temps sur les bases du traitement de texte et du tableur, et un quatrième temps sur les outils métiers. Voilà, l'idée étant que je suis avant tout conseiller numérique, je ne suis pas du tout formateur en bureautique. Donc c'était finalement, je disais mettre le pied à l'étrier, c'était donner envie de se former davantage et d'orienter après vers des structures comme le CNFPT qui sont capables d'accompagner sur le long terme. Ce serait intéressant aussi peut-être, enfin je réfléchis tout haut, mais peut-être de poursuivre en fait le sujet qui a été abordé sur cet établissement, mais au niveau des entreprises que nous représentons nous aujourd'hui, peut-être d'avoir un questionnaire, en fait de les questionner sur cette question. On les questionne sur des thématiques RSE diverses et variées, mais finalement c'est un sujet d'inclusion au sens large. C'est toujours bien de faire des constats. Ce que je trouve bien aussi, c'est d'après aller dans le fond du sujet, peut-être sur un aspect plus pratique. Ça pourrait être une thématique posée en fait à ces entreprises pour savoir justement quelles sont, selon eux, parce que c'est intéressant de savoir selon eux en fait. Aujourd'hui, comment les chefs d'entreprise se positionnent par rapport à ce sujet, qu'est-ce qu'ils imaginent, hein, même si c'est pas forcément la réalité, et comment aujourd'hui on peut aller plus loin dans l'accompagnement, même si c'est un accompagnement qui passerait par une thématique de formation ou de sens, au sens plus large de conférence, enfin je ne sais pas, mais voilà, il y a peut-être un sujet à creuser. Nous, on a un outil qui s'appelle Entrepreneur Responsable, mais qui ne traite pas de ces sujets-là. Donc moi, ça m'intéresse justement parce que nous, cette application, elle sert à faire, comment dire, pour employer des termes qui sont les bons, mais quel est le niveau en fait d'engagement RSE d'une entreprise. Alors cette thématique de l'électronique finalement n'a pas été traitée, mais pourrait être adaptée aussi sur des outils tels que ceux-là. Mais c'est vrai que ça m'intéresse moi de savoir s'il y a des outils qui existent et qu'on pourrait peut-être relayer. Tout à fait. Alors, il y a un outil qui s'appelle Evagile, effectivement, qui permet en quelques minutes, 7 à 8 minutes, là, par rapport à toutes les entreprises qui y sont passées, de faire un diagnostic globalement de leur situation par rapport à ces problématiques d'illettrisme, électronisme, et qui vous amène, grâce à des réponses à apporter à des situations concrètes de travail, qui vous amène simplement à un radar final qui vous indique quel est le niveau de coût, a priori, des situations d'illettrisme et d'électronisme, et quelle est l'étendue des stratégies d'évitement et de contournement qui sont mises en place au sein de vos entreprises. Et à l'issue de ce diagnostic, le ministère du Travail, parce que c'est porté par le ministère du Travail, a souhaité que ce soit les OPCO qui soient ensuite accompagnateurs. Et donc, à partir du moment où vous êtes passé par ce diagnostic, on vous demande d'identifier quel est votre OPCO d'appartenance. Vous cliquez sur le bon OPCO et vous avez, si tout va bien, un référent de votre OPCO qui ensuite peut vous accompagner, vous suivre par rapport à cette thématique-là. Moi, j'en parlerai à la Fédération des crépis parce que du coup, ça me paraît hyper pertinent. Enfin, s'il y a des outils qui existent, pourquoi pas s'en saisir. Et en plus, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Et puis, c'est ce que vous disiez, c'est très très court. Donc aujourd'hui, on sait que le temps, les chefs d'entreprise courent après le temps, mais si c'est 7-8 minutes pour finalement avoir comme vous le disiez, les coûts cachés, on sait très bien quand on touche au portefeuille, ça commence à devenir un vrai sujet. Enfin, c'est un sujet de manière générale, on est bien d'accord, mais c'est une manière d'aborder aussi l'entreprise par l'intermédiaire de sa marge des coûts, évidemment que ça génère. Donc je pense qu'on pourrait peut-être faire une expérimentation sur un certain nombre d'entreprises du territoire. Ce serait intéressant de savoir aujourd'hui comment ils se positionnent par rapport à ça. Parce que je pense qu'il y a une sensibilisation, une prise de conscience, en fait, évidemment, à avoir. Et justement qui permettrait certainement à tous les acteurs que vous êtes aujourd'hui d'être peut-être plus efficients aussi, ou en tous les cas, pas efficients dans le sens sur le nombre de personnes accompagnées, de la manière de le faire, mais en tous les cas, comment savoir se positionner par rapport à cette thématique d'entreprise et pouvoir y donner une réponse qui soit en adéquation, justement, que c'est une vraie réalité du terrain, quoi. Il y a l'OPCO 2I qui a mis en place un partenariat avec l'État pour un financement de ce diagnostic. On est en attente d'entreprise. Donc c'est industrie agroalimentaire, c'est ça, je crois, OPCO 2I si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que la démarche est valorisante à la fin. Par contre, c'est vrai qu'elle est lourde au départ à enclencher. Il y a une mobilisation des salariés. À partir du moment où il y a cette mobilisation, après, il y a le lancement aussi. Donc c'est peut-être ça aujourd'hui qui bloque. Et pourtant, on voit que ça fonctionne derrière. Oui, j'en ai pas pour longtemps. Ah, vous avez une question. Oui, aussi bien pour les collectivités que pour les entreprises, est-ce que la sensibilisation que vous faites
autour de cette problématique engendre une demande forte. Et s'il y a une demande forte, est-ce que vous avez les ressources pour y répondre? Les ressources en matériel et en dons de soi, quoi, en personne. Alors, aujourd'hui, il n'y a que moi sur la collectivité qui suis disponible pour répondre, on va dire, à des besoins savoir de base. Voilà. En termes de ressources techniques, aujourd'hui, j'utilise les dispositifs présents sur la collectivité, donc en l'occurrence les salles multimédia de la médiathèque, par exemple, de Saint-Jean-de-Bray, ou le matériel que peut mettre à disposition aussi la Orléans Métropole. Voilà. L'idée étant le plus possible de me rendre dans les services plutôt que les agences se déplacent, parce que sur la collectivité de Saint-Jean-de-Bray, les mairies un peu éclatées. Et c'est vrai que les ateliers que j'ai menés, ils étaient directement dans le centre technique municipal, dans une salle aménagée avec des équipements de la mairie, de la métropole par exemple. Mais oui, c'est... Non, la demande est très forte et aujourd'hui, en fait, on a priorisé des services sur lesquels je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Oui, ça c'est évident. Ouais. Bah, c'est surtout que je crois que le besoin était là. Par contre, la réponse, elle a été créée avec l'arrivée d'un conseiller numérique. Ça a fait émerger un besoin de personnel. Mon contrat se finit en octobre prochain. Donc voilà. Mais effectivement, il y a de toute façon un besoin de formation et d'accompagnement des agents au quotidien. Et ce que je voulais juste dire, c'était que se pose la question aussi de la valorisation des compétences acquises et puis de la reconnaissance de tout ça. Et donc aujourd'hui, moi les collègues, je leur fais vous connaissez peut-être Pix, voilà. Il existe un Pix territoire qui est le même Pix que pour nous citoyens, mais dédié aux collectivités locales. Donc ça, c'est un dispositif qui est payant, donc il faut que ça se mette en place. Mais par contre, on parlait d'outils pour mesurer les compétences numériques. Il y a un Pix ABCD ou un Pix Diag qui sont des outils gratuits et qui permettent en fait finalement d'évaluer le niveau de compétence d'un usager. Alors moi personnellement, j'évite de demander à le faire en autonomie, c'est toujours accompagné parce que sinon c'est très déstabilisant. Mais on a des outils qui nous permettent au moins de pointer les notions sur lesquelles il faut accompagner et puis de valoriser avec Pix fonctionne comme le TOEIC avec un score qui détermine un niveau de compétence, donc c'est quand même très très intéressant. Et puis dans le cadre de mobilité interne par exemple, de pouvoir valoriser un score Pix, je trouve que ça a du sens. Et côté entreprise du bâtiment, est-ce qu'il y a une demande supérieure à ce que vous pouvez... Sur la partie entreprise du bâtiment, il y avait forcément de la demande, sinon l'expérimentation n'aurait pas eu lieu. Voilà. Alors, très honnêtement, et je suis très transparente, je n'ai pas les résultats encore de l'expérimentation qui a été menée sur l'ensemble des crépis. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur les personnes accompagnées aujourd'hui, alors sur un crépi comme le nôtre, c'est à peu près 150 personnes par an. Alors évidemment, on est un petit crépi dans les sphères crépi. Évidemment, tous les crépis n'ont pas la même taille et n'ont pas le même nombre de personnes accompagnées. Mais c'est un sujet aujourd'hui qui devient un sujet prégnant parce que je vous disais, le simple fait aujourd'hui de dire envoyez votre CV ou transmettez-moi votre CV est déjà la première illustration, j'ai envie de dire, de la problématique. Et ça devient un sujet... d'autant plus que les personnes sont de plus en plus éloignées de l'emploi et que forcément, plus on est éloigné de l'emploi, alors ça revient, c'est une évidence, ça traite de sujets électronisme, mais on va avoir des populations rurales, c'est exactement ce que vous décriviez, des populations plus seniors, mais ça peut être aussi des juniors qui finalement utilisent les applications, les réseaux sociaux très très bien, mais qui, sortis de là, sont un peu désœuvrés. Donc oui, ça devient un vrai sujet. L'équipement aussi est un sujet. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des possibilités d'équiper les personnes en moyens informatiques, en matériel. Donc oui, ça devient un sujet très important à notre niveau d'accompagnement sur la partie insertion, j'entends. Et c'est aussi pour ça que c'est très important de déployer en fait tous les partenariats qu'on va pouvoir faire. Enfin, il
il faut vraiment se pencher sur sa question. Ça en est un pour nous, sinon je ne serais pas là ce soir. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir réorienter dans des parcours qui soient adaptés et du coup à la compétence de chacun sur le territoire. Il y a la ressource nécessaire, donc on n'a pas la vocation à le faire nous, mais à orienter les personnels de plus en plus. Et c'est un sujet encore un peu tabou, c'est compliqué d'orienter ces gens, parce qu'ils se demandent un petit peu ce qu'on va leur faire faire, quoi. Donc il y a aussi un sujet de sensibilisation, mais peut-être de réassurance, hein, c'est ce que vous disiez, par rapport à la confiance en soi. Ça met en exergue d'autres problématiques qui ne sont pas forcément très agréables et toujours simples à aborder. On va l'aborder autour d'un cocktail, ça sera plus simple. Très bien. Merci à tous les deux.